Moi, les copains, j'enregistre. De mon côté, ça tourne. Moi non, j'enregistre pas parce que j'aime pas ma voix. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Ah. Bonjour à tous, et puisque vous l'avez en grande majorité demandé, bienvenue dans ce deuxième audiologue, le vlog audio présenté par le duo Malséant en compagnie de moi-même, Monsieur Za. Et en compagnie de moi, Double Du, l'ami du Chomdu. Voilà, c'est tout ce qui m'est Double Du, l'ami du Chomdu. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de la dernière fois qui ne consistera pas à réagir à un autre épisode puisque nous avons un invité que nous avons invité. Waouh. Quand on s'intéresse au milieu du doublage francophone, il y a des noms à côté desquels on ne peut pas passer. Benoît Lehmann, Brigitte Lecordier, Philippe Pétieux, Véronique Augereau, Patrick Poivet, j'ai envie de dire Poivret. T'as pas envie de dire Poivret, toi, à chaque fois? Poivre et sel, ça marche aussi. Le regretté Med Hondo, qui est mort il y a pas longtemps, ou encore Squeezie, ou Jamel Debbouze. Mais quand on est comme nous sur YouTube, il y a un nom qui fait la synthèse de tout cela. Hugo Amizet, alias Mr. Fox, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonsoir. Ça me fait très plaisir d'être ici. Eh ben, nous aussi, ça nous fait plaisir d'être ici. Et Et ça que nous tu sois fait là. très plaisir que tu sois là. Alors, déjà pour la suite de la vidéo, tu préfères Hugo ou tu préfères Mr. Fox? Mr. Fox. Mr. Fox. Mr. Fox. Partons sur Parce que Mr. j'ai vu que Fox. sur Twitter, tu mettais ton vrai blaze. Bah, c'est plus simple pour les gens qui me cherchent d'une part, et puis d'autre part, à un moment, il y avait une start-up de merde qui s'appelait Mr. Fox, qui proposait de rembourser les billets de train. Et évidemment, comme toutes les startups de merde, elle a fait faillite au bout d'un an. Mais du coup, on n'arrêtait pas de me mentionner en mode tu me rembourses mes billets de train. Lol. Putain, Dieu. Bon, maintenant merde. c'est MDR, tu ressembles à Benzaï. Mais ça s'est calmé. N'est-ce Donc pas tout va bien. On a hésité à faire la quelqu'un blague. ici qui aime beaucoup cette blague. Qui ne fait pas que des idées. Le pire, c'est que hier soir, j'ai cherché pour vérifier un truc Mr. Fox Wiki, et sans mauvaise blague, le 3e ou le 4e résultat, je crois, c'est la page Wikipédia de Benzaï. Oh non. Sérieux. Je ne comprends pas pourquoi. Il y en a qui pousse le délire. Et de quoi on parle du coup aujourd'hui, Lulu? On a pris un thème un peu large en vrai, hein, aujourd'hui, un peu polémique, bateau même. Et c'est surtout un thème qui nous nourrirait si on avait du talent, parce qu'en fait, c'est tout simplement la plateforme sur laquelle on travaille, entre grands guillemets. La meilleure plateforme des univers de l'internet, évidemment, c'est YouTube. Alors du coup, Monsieur Fox, est-ce que YouTube c'est pas un peu de la merde et ça t'ennuie carrément en fait? Meilleur accroche, meilleur point d'accroche directement. Tac, paf, ça tabasse. C'est ça. Mais comment est-ce Non, qu'on non, peut mais commencer c'est- une vidéo sur YouTube sans commencer par est-ce que YouTube t'ennuie? Bah, merci le JDG, je pense, hein, pour ce nouveau sujet préféré des youtubeurs de cette fin d'année 2019, je crois, il a sorti sa vidéo. Et t'en as pensé quoi de ça? De quoi? De la vidéo de Fred? Bah de tout ce truc sur globalement, le mouvement YouTube m'ennuie. ouais, tout ce que ça a lancé après, toutes les réactions qu'il y a eu après, McFly et Carlito, tout le reste. En fait, c'est un petit peu... Ça t'ennuie YouTube? Non, moi YouTube m'ennuie pas du tout. Je vais vous dire, j'ai pas allumé la télé depuis 6 ans. Et ça me manque absolument pas parce que j'ai YouTube. Maintenant, YouTube, effectivement, il y a plusieurs types de contenus. Il y a ce que j'appellerais le YouTube divertissement, où vraiment, effectivement, c'est une sphère dans laquelle il y a à boire et à manger, et effectivement, on peut ne pas se reconnaître du tout dans cette sphère-là. Ou alors avec des petits contre-exemples, des petites exceptions. Typiquement, moi, je suis pas trop le YouTube divertissement, mais j'aime bien McFly et Carlito. Dans une moindre mesure. Ouais. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a aussi le YouTube culturel, il y a aussi effectivement Nota Bene, Y Penser, toutes les chaînes cinéma, toutes les chaînes, etc. Et c'est vrai que c'est deux sphères qui sont hélas un petit peu en vase clos. Je dis un petit peu parce que il y a assez régulièrement des tentatives de faire communiquer l'une et l'autre. Typiquement, moi, les exemples qui me viennent à l'esprit, c'est la série de vidéos que McFly et Carlito ont fait quand ils révisaient leur bac, Ouais. où ils ont appelé plein de vidéastes scientifiques, ils ont appelé Nozman, ils ont appelé Ce qui est pas mal finalement. Mick parce que Matt, ça fait une voilà, c'est audience, ça. quand même à des mecs qu'on n'avait pas quoi. Exactement, Enfin, ça qu'on fait de la avait, mais pas visibilité, ça fait aussi réfléchir un petit peu, même si c'est toujours des vidéos un petit peu dynamiques et ponctuées d'effets de montage, ça reste quand même des vidéos didactiques. Peut-être trop pour le format. C'est toujours un petit peu compliqué. Ça a été une tentative qui a pas trop marché, hélas, mais c'était une tentative qui mérite d'être soulignée quand même malgré tout. Parce que moi, tu vois, j'aurais eu le même discours que toi sur McFly et Carlito, mais j'aurais eu ce discours-là il y a 3 semaines, parce que
McFly et Carlito, est-ce que tu trouves pas par exemple que ça commence à ressembler à la télé que t'as pas allumé depuis 6 ans parce que ils ont ce nouveau truc maintenant d'inviter des gens qui sont en train de faire leur promo et donc ils se retrouvent à faire exactement le même taf journalistique que des plateaux comme Quotidien, Touche pas mon poste et tout ça quoi. Alors du coup, ouais, la question c'était ce côté télé de McFly et Carlito qui revient un petit peu. Moi, en vrai, ça me dérange pas parce que effectivement, il y a ce raccord avec l'actualité pour être un petit peu synchronisé avec les sorties, etc. Parce que ça permet aussi de donner de la visibilité, comment dire, à des gens qui sont pas forcément adeptes de YouTube et ça permet de les inclure dans des formats qui sont très YouTube. Donc moi, de mon point de vue de spectateur fan de divertissement, entre guillemets, et notamment du contenu de McFly et Carlito, bah ça me fait super plaisir typiquement de voir Eric et Ramsey dans le concours d'anecdotes parce que c'est deux personnes vraiment, pour le coup, c'était vraiment super drôle. Ouais, mais c'est deux personnes que j'aime énormément dans un format que j'aime énormément de ces deux vidéastes. Donc voilà, après évidemment, il y a des dérives mais comment dire, c'est des dérives qui peuvent arriver même en dehors de comment dire, le fait d'inviter des invités pas YouTube n'a à mon sens pas d'impact sur la qualité du truc. C'est-à-dire une vidéo avec un invité où on se dit waouh, franchement c'est un peu nul, hein, ils se sont pas cassés la tête. Ben ils se seraient pas cassés la tête de la même manière s'ils avaient invité un pote au lieu d'inviter une tête connue quoi. Donc pour moi c'est un faux procès d'attaquer le côté promo. Et il faut plus attaquer effectivement des vidéos qui sont tout simplement moins réussies. Ouais, carrément. Un peu feignant. T'en penses quoi, toi, Dudu? Est-ce que YouTube te fait chier? Est-ce que YouTube t'ennuie? Non, comme... Ah, pardon. Non, je parlais à Dudu, pardon. Pardon. Non, mais sinon, je parle pas de toute la vidéo. Parce qu'on l'entend pas, ouais. Bah après, je peux pas trop donner mon avis, parce que pour le coup, moi, je me place un peu totalement à l'extérieur de ça. McFly et Carlito, par exemple, j'ai dû regarder une fois. Genre, par exemple, enfin, c'est vraiment, je le sais que de toute manière, je suis pas du tout la cible de ce genre de truc. Genre, si j'avais un esprit, enfin, c'est pas pour dire que des gens sont réac ou quoi, mais si j'avais un esprit un peu réac de type, ah, c'était mieux avant, faut conserver les choses que j'aime, j'aurais le même discours que JDG, en fait. Genre, j'aurais cette espèce de discours de, ouais, ça dégénère, etc. Mais en fait, je pense que, comme il dit Fox, enfin, Mr. Fox, Hugo, comme tu veux, patron. Ouais, les deux sont acceptés. Patron, ça, c'est très bien. Comme il dit patron, on a des cases, on a de quoi avoir un peu de tout sur YouTube. En fait, du coup, ça me dérange pas d'avoir un onglet, genre, enfin, tout l'onglet tendance, moi, genre, j'y fous jamais les pieds, quoi. Genre, c'est pas une fois de ma vie, je suis allé dedans, quoi. Ça m'intéresse pas, en fait. Et on est nombreux dans ce cas-là. Mais genre, du coup, ce qui m'ennuie plus, c'est comment YouTube gère ça, en fait. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'on est segmenté et on est isolé par YouTube. C'est-à-dire que, bah, comme des algorithmes Google, etc., plus tu cliques sur un truc et plus il va te proposer la même chose. Mais ce qui est pervers, c'est aussi que quand t'es pas dans les normes du divertissement ou de ce qui marche, moi je vois par exemple, je regarde des trucs qui n'ont rien à voir, et même si je passe ma journée à regarder des trucs qui m'intéressent, j'en sais rien, moi j'aime beaucoup les insectes, je vais passer ma journée à regarder des trucs sur la myrmécologie, etc. Jamais de ma vie j'aurai ça dans mes recommandations, c'est-à-dire qu'il va quand même essayer de me forcer des machins de tendance dans mes recommandations personnelles, et je vais quand même me retrouver avec des recommandations qui n'ont rien à voir avec ce que j'aime, genre je me sens un peu poussé dans la masse, tu vois, genre du coup je dirais plutôt, enfin moi ce qui m'ennuie sur YouTube c'est plutôt leur gestion à eux en fait, de comment marchent les tendances. Ouais, après alors, moi, le discours du JDG en lui-même, j'ai pas pu m'empêcher de le voir comme ma chaîne, elle marche un peu moins bien qu'avant et j'ai envie d'essayer de trouver une solution, une solution extérieure pour trouver une raison à ça. Pourquoi est-ce que c'est pas de ma faute si ce que je fais moi marche moins bien? Je sais pas. En tout cas, moi, je dirais pas que YouTube m'ennuie parce que c'est là qu'on s'amuse à faire tous les dimanches du contenu. C'est une plateforme qui nous permet de nous exprimer comme on veut et qui nous a permis de rencontrer un public. Sauf que le public qu'on a rencontré, forcément, il est compliqué à convertir dans le sens où déjà on fait un truc de niche quoi, c'est vachement niche la série audio, la fiction audio, comme le doublage hein, et en plus il y a ces youtubeurs qui sont indétrônables pour moi. Mais le but du jeu c'est pas forcément de les détrôner entre guillemets. Moi je pense effectivement, tu vois, quand tu disais que t'étais pas la cible de McFly et Carlito, je pense que comment dire, personne n'est la cible de tout le monde. Personne ne peut faire du contenu qui va automatiquement toucher tout le monde. Et après, rien ne t'empêche d'élargir ta cible. Moi, quand j'ai démarré mes vidéos sur le doublage sur YouTube, j'étais exactement dans le même cas que vous. C'est-à-dire, j'étais en mode, de toute manière, jamais je ferai le million de vues. Je fais une chaîne sur le doublage. Le doublage, ça intéresse 3 pélos. On s'en fout.
Après, rien ne t'empêche d'élargir ta cible. Moi, typiquement, les gens qui se sont abonnés petit à petit à ma chaîne, c'est des gens qui se disaient, waouh, le doublage, ça m'intéressait pas, mais en fait, ce que tu dis, c'est intéressant, et je me remets en question, et machin, et du coup, ça m'intéresse, bidule. Voilà. Je suis l'exemple de ça. Hein. Typiquement, ta chaîne, je crois que j'ai découvert il y a 2 ans, un truc dans le genre, avec les parlons VF à l'époque. Genre, je crois que j'avais dû tomber par hasard sur un film qui m'intéressait, et tu parlais du doublage de ce film, et c'est, enfin, un peu grâce à toi que j'ai plongé dans le doublage plus en profondeur, etc. Mais à la base, je sais même pas comment je suis tombé sur ta chaîne. Moi, c'est l'algorithme de YouTube qui m'a proposé ta chaîne. Ben, tu vois justement, comme quoi l'algorithme, c'est aussi là-dessus que je voulais revenir. Moi, j'ai démarré YouTube à une époque où l'algorithme n'existait pas, où on se partageait les chaînes entre nous, sur des forums, sur les Twitter, Facebook. YouTube ne mettait pas spécialement en avant des vidéos. Il y avait... Moi aussi, j'ai connu ça. Ouais. Voilà, donc finalement, on découvrait nos chaînes par le bouche à oreille. Et il me semble que les chaînes culturelles, un petit peu comme ça, c'est aussi comme ça qu'elles continuent d'évoluer. Même si l'algorithme a pris une place de plus en plus importante dans la découverte de nouvelles vidéos et de nouvelles chaînes YouTube, il n'empêche que on continue de parler de chaînes culturelles et de chaînes un petit peu vulgaires, ou même tout simplement de chaînes divertissement un peu moins mainstream, parce que le JDG a beau s'en défendre, sa chaîne reste une chaîne de divertissement. Hein. Ouais, bien sûr. Oui, totalement. Oui. Donc il y a encore ce côté-là, c'est pour ça que il y a beaucoup de youtubeurs culturels qui continuent de dire partagez la vidéo, discutez-en autour de vous, etc. Parce que typiquement pour ce genre de chaîne, c'est encore aujourd'hui la meilleure manière de se faire connaître, je pense. Ah mais on vit que de ça, on vit que des partages. Voilà. Après, tu vois, enfin, la chaîne, elle grandit que comme ça. Bien sûr. Mais je temporiserai ce que tu as dit par rapport à l'algorithme qui met pas forcément en avant ce que tu cherches. C'est, je pense aussi quelque chose qui peut s'affiner avec le temps. Tout simplement, tu vois, les chaînes dont tu n'es pas la cible, quand elle apparaît dans tes recommandations, tu fais les trois petits points et puis tu dis ça ne m'intéresse pas. Ouais, voilà. Et petit à petit, l'algorithme va s'affiner parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Mais moi, il y a un bon paquet de fois où l'algorithme m'a suggéré des vidéos qui se sont avérées intéressantes pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai tendance un petit peu à temporiser. On a une démarche qui est super flemmarde en fait, c'est-à-dire que on n'a pas envie de dire à YouTube ce qu'on veut voir, tu vois ce que je veux dire, on a envie que YouTube nous dise directement, tu vois. Après je suis d'accord avec toi que enfin la démarche qu'on a qui est trop flemmarde, elle est mauvaise, et de toute façon la démarche flemmarde c'est de s'asseoir sur son canapé et d'allumer la télé. Mais moi je trouve que l'algorithme de Pornhub est mieux fait que l'algorithme de YouTube. Genre je me connecte sur Pornhub, j'ai les trucs que je veux voir. Ce que tu dis par rapport à la démarche flemmarde, je retrouve un petit peu ça, tu vois. Dans la mesure, c'est évidemment chacun consomme YouTube de manière différente, tu vois. Mais typiquement, moi quand j'ouvre YouTube, la page que j'ai mis en favori pour l'accueil, c'est pas la page d'accueil, c'est la page abonnement. Et comme ça, je vois directement les vidéos des gens à qui auprès de qui je suis abonné. Et tu vois, quand il y a des gens qui me disent putain, je suis abonné à ta chaîne, mais je vois pas sortir tes nouvelles vidéos, je suis toujours en mode mais t'ouvres la page abonnement et je suis pas dedans. Et il me dit, ah bah, non, c'est sur la page d'accueil. Et je me dis, bah oui, mais la page d'accueil, elle peut pas tout afficher. La page d'accueil, par définition, elle peut pas tout afficher. Donc, mais on nous a pas appris à avoir cette démarche de faire. Mais c'est aussi parce que, c'est aussi parce qu'on est nous-mêmes créateurs, je pense, qu'on a ce réflexe d'ouvrir abonnement. Mais, évidemment, le spectateur lambda, entre guillemets, il va pas forcément faire ça. Il va taper youtube.com et il va voir ce qui apparaît, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, je suis un gros consommateur de YouTube de la même manière que je suis un gros créateur. Donc, de fait, évidemment, la page abonnement, c'est le réflexe. Ah oui, moi aussi, effectivement. Moi, la page abonnement, elle a pris la place de la page tendance, hein, clairement, genre, que j'utilise juste pas. Voilà, en fait. c'est ça. Mais moi, je dénonçais plus un peu ce côté, le fait que le JDG, au final, sa critique, ça sonnait plus un peu comme une critique de la mode actuelle, de faire des formats courts et rapides et qui fonctionnent. Et c'est pour ça que ça faisait un petit peu réac, parce que regardez, moi, je fais du divertissement aussi, mais mes formats, ils se sont plus travaillés. Il y avait un petit peu un côté pas sel, mais genre un petit côté genre pourquoi mes vidéos que je les travaille plus et qu'elles marchent pas, quoi. Un peu de sel quand même. Oui, c'est ça, il y a un peu de sel. Moi, je me reconnais absolument pas dans ce qu'il dit, parce que mes formats qui marchent le mieux, c'est les formats les plus longs. J'ai sorti une vidéo d'1h37 en janvier, qui est une de mes vidéos les plus vues pour l'instant. J'ai des vidéos, typiquement j'ai une émission, un format qui s'appelle Fox DVD, qui intéresse pas grand monde.
Et un jour, j'ai fait un hors-série de plus d'1 heure sur les meilleurs DVD ou les pires, je sais plus lequel. C'est l'émission qui marche le plus. Et c'est une des vidéos qui marche le mieux chez moi. Donc, pour moi, c'est pas un problème de contenu. C'est une idée reçue qui dit Après, que ouais, les formats courts, ça marche mieux. Bah, Selon plus moi, complexe c'est que ça, pas, c'est, comment dire, ça dépend du type de contenu, ça dépend du mec aussi, tout simplement. Je veux dire, McFly et Carlito, à un moment, faut se poser, faut réfléchir posément, tu vois. Il faut se poser la question de pourquoi ça a marché. Parce que c'est des gens qui font de la télé depuis, de la télé et de la radio depuis 10 ans, qui sont sympathiques, qui ont une bonne énergie, qui ont une bonne dynamique, de duo. beaucoup de contacts aussi. Comment dire, leur duo fonctionne. Ils sont complices. C'est le mot que je cherchais. Effectivement, ils ont des contacts, mais même leurs vidéos sans contact sont intéressantes. Ils ont des contacts, ils ont des potes aussi, tout simplement. Ils sont comment dire, sympathiques et ils peuvent effectivement se faire copains très facilement avec pas mal de gens. Donc, je pense que c'est aussi cette sympathie, cette bonhomie et cette complicité qui les a propulsés. Je pense que quelqu'un qui lancerait une chaîne de manière cynique en reprenant tous ces ingrédients ne fonctionnerait il y en a plein, pas. comme exemple à mon avis sur YouTube qu'il suffit de chercher en format cut fun et voilà, fun comme il dit, et qui ne fonctionne absolument pas parce que tout à fait. Et c'est pour ça que ce que dit JDG, moi ça me fait un peu rire entre guillemets. Parce que, encore une fois, je fréquente la plateforme depuis 2010 et des shitstorms comme ça, on en a tous les ans. Bah oui, c'est ça. Tous les ans, Ouais, il y a un truc comme ça. Et moi, je me souviens que au début des années 2010, je crois que c'était 2012, 2013, un truc comme ça, il y avait ce qu'on appelait les chaînes poubelles. C'est-à-dire il y avait les anges du FPS et Clash Food notamment, où ils avaient invité Cortex, Squeezie et je sais plus qui pour faire une sorte de télé-réalité mode parodie des anges de la télé-réalité, et c'était affligeant et ça a été unanimement boudé. Oui, bien sûr. Et ça a été voilà, et aujourd'hui Squeezie et compagnie ils s'en moquent, ils reviennent dessus en disant bon bah voilà, on a fait des conneries. Il y a pas de, comment dire, je trouve que YouTube est encore une plateforme où le cynisme et le calcul passent pas. Après, Sont pas acceptés. Il y a quand même une petite partie de calcul. Moi, je pense toujours. Nous, on a vraiment remarqué un truc parce qu'on n'a pas tant de vues que ça, mais on a beaucoup de vidéos. On a quasiment autant de vidéos qu'on a d'abonnés. Et non, je plaisante, hein, mais on a énormément de vidéos et on remarque un truc, c'est vraiment le titre. Et tu vois, on a fait l'épisode 12 de la saison 1, le gardien des portes, avec Get, que les gens ont tout de suite adoré. Ils ont adoré Get, et on s'est dit tiens, on va faire un épisode qui s'appelle Get. Et l'épisode qui s'appelle Get, il a tout de suite fait au bout d'un mois 1000 vues de plus que toutes les vidéos qui étaient sorties pendant des mois avant. On a sorti une chaîne qui s'appelle, un format qui s'appelle En attendant la mort, et les gens, comme ils aiment bien cette espèce de cynisme, cet humour noir, tout de suite ils ont cliqué. Et on remarque quand même que il y a un lien entre ouais, bah forcément, ouais. Ouais, est-ce que le titre oui, mais c'est du jeu, ça c'est pas je pense pas que ce soit du cynisme ou du calcul, ça c'est quelque chose aussi, j'ai mis du temps à m'y mettre. Typiquement aujourd'hui, je mets mes titres en majuscules. Ouais. C'est quelque chose que j'assume de faire aujourd'hui. On n'y est pas encore, nous, à ça. On est encore un peu dans le déni de notre propre truc, quoi. Mais en fait, ça c'est tout simplement de la communication. En fait, c'est apprendre à vendre sa vidéo entre guillemets. Et je déteste ces termes marketeux, ça m'énerve de les utiliser. Mais en vrai, c'est pour moi, il faut faire la différence, il faut faire la distinction entre ce qui est putaclic, comme on dit dans le jargon, et ce qui est aguicheur. Ouais. Si tu dis je tue ma copine, ça tourne mal, et que dans la vidéo c'est pas du tout ça. Ça, c'est du putaclic. Si tu tues vraiment ta copine, par contre, si tu dis, cool. ou tout simplement, j'ai une grosse annonce à vous faire, ou vous voyez des vidéos un peu avec un titre un peu vas-y, clic, machin. Ouais, il faut qu'on parle. Voilà, typiquement, ça c'est putaclic. Simplement, oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu penses de ils ont découvert une planète extraterrestre? Non, mais voilà, mais ça. Typiquement, là, on est sur du mensonge, j'ai envie de dire. C'est vendre un contenu pour ce qu'il n'est pas. Ouais, complètement. Alors que si, par exemple, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Avant, j'avais une émission, j'ai une émission qui s'appelle Parlons VF. J'ai une de mes vidéos, avant, elle s'appelait Parlons VF,
hashtag 7, puisque c'était la 7e émission, GTO, et ben avec des majuscules, des minuscules bien présentées, etc. Joli format. Aujourd'hui, elle s'appelle Le doublage français de GTO. Parce que c'est un titre plus accrocheur, c'est un titre plus aguicheur, et quelqu'un qui est fan de GTO et qui va tomber sur le doublage français de GTO, il va être en mode tiens, ça m'intéresse. Pas envie de voir le 7e épisode d'un truc. Voilà, c'est ça. Si ça commence par Parle en VF, même si le titre évoque très bien ce qu'est l'émission, il va être en mode c'est quoi, c'est le nom de la série, c'est le nom de quoi. Ensuite, il va voir le 7, il va être en mode faut que je me tape les 6 autres, etc. Donc typiquement, c'est des choses qu'on change pour être plus accrocheur, mais je pense pas que ce soit un déni de déontologie que de faire cette première étape-là. À partir du moment où effectivement on commence à mentir sur le contenu, effectivement là on peut parler de putaclic. Moi à un moment j'avais fait un Fox DVD remix où je présentais différents DVD qui avaient changé et à la fin j'en brûlais quelques-uns comme c'est de coutume. Et j'avais appelé cette vidéo je brûle mes DVD #explication. Mais là c'était volontairement voilà, et depuis j'ai changé de titre, j'ai remis un titre normal, j'ai coupé l'introduction qui était jugeante, on va dire, c'est-à-dire les gens cliquaient, je disais ah oui, avec un titre comme ça t'as cliqué, ah bah bravo. mais voilà, petit à petit j'ai remis une miniature normale et j'ai coupé cette introduction. Mais tout ça pour dire qu'il faut réussir à faire le distinguo entre ce qui est aguicheur et ce qui est putaclic. Et effectivement, même si ça peut faire mal de passer du fonctionnel et du clair à l'aguicheur, je peux comprendre que ce soit un pas à faire, mais clairement c'est un mieux pour la chaîne et ça ne nie pas la déontologie, j'allais dire. Nous, c'est vrai que le fait d'avoir un format qui s'appelle En attendant la mort, 3 petits points, un titre, et pas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça aide aussi. Ouais, j'ai l'impression que ça aide les gens à pas se dire je me lance dans une aventure, machin truc. Non, je peux juste regarder ça vite fait. Après, c'est une question de morale et comme tu disais, de déontologie personnelle. Genre, chacun gère un peu sa chaîne comme il veut, mais par exemple, nous on le fait pas parce que pour l'instant en tout cas c'est pas notre truc, mais genre ça me viendrait pas à l'idée de me plaindre de dire que YouTube évolue et que je suis à la traîne et qu'on fait pas de vues machin, parce qu'on sait pourquoi on fait pas de vues, on fait pas d'efforts dans ce côté aguicheur alors que y a pas de mal en soi, et c'est pour ça que c'est ce que je trouve aussi un peu marrant dans la démarche du DDG, c'est que pour moi avec Link the Sun ça fait partie de ces dinosaures de YouTube, dinosaures entre guillemets, j'étais sur YouTube avant lui mais genre populaires actuels qui sont encore en vie, qui n'ont pas beaucoup bougé à part sa chaîne Bazar du Grenier, mais genre du Grenier pour moi c'est typiquement le mec qui son format a assez peu évolué en fin de compte dans sa forme et dans son fond, et tu sens que c'est un mec qui a pas envie de faire évoluer son truc. Genre il a déménagé 4 fois, son décor il l'a refait à l'identique. Je pense que ça en dit long sur sa manière de voir YouTube, et du coup je trouve ça bizarre qu'après ils viennent faire une vidéo comme ça. Super loin en disant que Link the Sun il a pas évolué et il a même régressé dans la qualité de ce qu'il fournit. C'est la vidéo où on balance la Link the Sun, bon c'est de la merde. Non mais le côté de chill de l'émission c'est aussi sans filtre, mais oui. Ouais non mais c'est vrai qu'il y a des vieux dinosaures sur YouTube qui ont pas pris le tournant en fait et qui ont décidé de passer. Moi j'ai très peur moi je veux pas tomber dans cet écueil là, genre si je choisis de ne pas faire de titre aguicheur, c'est pas pour montrer du doigt les autres et dire si vous marchez c'est parce que vous vous prostituez ou je sais pas quoi, ou genre vous faites ce qui marche. C'est aussi un choix personnel, si t'as envie de rester dans ton délire, voilà quoi, forcément tu te fermes des portes. Après on a quand même fait on est à découvert en majuscule. Oui, voilà, mais justement on en a pas mal parlé, genre c'est vrai que pour nous c'était un peu une manière de se moquer quoi, genre on est à découvert, et après plus un titre en minuscule, genre on vous parle de la chaîne. Mais en fin de compte, voilà, on avait déjà fait. Qu'est-ce qu'on avait fait déjà ? On parle de le caca fit Rabelais, ou je sais plus quoi fit Caris. Là, enfin, ça nous est arrivé quelques fois de faire des trucs. Littérature fit Caris et les gens ont beaucoup cliqué. Voilà, ouais, tu vois par exemple. Mais y a pas de mal au fond, puisqu'on parlait vraiment de la littérature. Et il y avait vraiment pas Caris dedans évidemment, mais des citations de Caris. Une citation de Caris. Ouais, bien sûr. Et tu vis de ça, de YouTube ? Non. C'est un rêve pour toi ? C'est quelque chose qui est possible, que tu vises ou ? C'est quelque chose, c'est assez marrant parce que je suis d'accord. C'est vrai que c'est drôle. Disons que à une époque, c'est quelque chose que je disais il y a pas si longtemps. Au moment où je me suis lancé, je pouvais pas en vivre, mais j'avais l'impression qu'il y avait de la place pour moi sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité d'en vivre, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de place pour moi sur YouTube.
C'est quelque chose que j'ai pensé un temps aujourd'hui. Là, comment dire, ces derniers jours, je suis un peu dans une phase de Remise en cause. remise en question de mon modèle économique, etc., et de ce genre de choses. Mais oui, j'aimerais bien en vivre. Pour répondre à la question de base, oui, j'aimerais bien en vivre. Ça me semble possible. À une époque, ça l'était pas du tout parce que les moyens ont évolué. Je pense essayer de le faire dans les années à venir, on va dire. Tu vois Après, ça comment? Tu vois ça avec le système de dons, avec la YouTube Money directement? Normalement, ce qui marche le plus aujourd'hui, c'est plutôt les partenariats, en fin de compte, genre ce qui est vraiment rentable si t'as la chaîne pour, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Les Mais placements de produits, tout ça, quoi. en fait, c'est exactement ça. Ce qui est cool, c'est que à une époque, typiquement à l'époque du JDG et de ce genre de choses, il y avait que les revenus YouTube qui permettaient d'en vivre. Et du coup, effectivement, il y avait très peu de gens qui en vivaient parce que c'était beaucoup trop complexe de réunir suffisamment de vues pour pouvoir en vivre. Et typiquement, c'était à cette époque-là qu'il y a des youtubeurs qui faisaient une vidéo par jour. Et aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé. Même des gens, des gros youtubeurs comme Squeezie et compagnie ont vachement ralenti leur rythme de publication parce qu'ils se disent aujourd'hui on a la possibilité de faire des meilleures vidéos, etc. et de moins dépendre des revenus YouTube. Parce qu'effectivement, depuis, il y a eu pour les petits créateurs le financement participatif. Je pense qu'on y reviendra. Et pour les gros, effectivement, il y a cette possibilité qui est le placement produit, avec lequel on peut jongler plus ou moins habilement. Et typiquement, je pense que JDG, c'est un de ceux qui s'en sort le mieux en termes de placement produit, parce qu'il en fait des sketchs, etc. Ouais, et c'est vraiment bien. c'est vraiment très très cool. Il y a des gens aussi qui arrivent à tout simplement faire des sujets autour de leur placement produit. Et là, c'est un créatif qui a fait une super vidéo sur NordVPN, tout en étant sponsorisé par NordVPN. Donc c'est le genre de choses qui est cool à faire. Et typiquement, même si on n'est pas dans un placement produit pur jus, moi, c'est ce qui m'a permis de faire ma vidéo sur Parasite. Je suis allé sur le plateau du doublage du film Parasite. Typiquement, c'est parce que j'ai contacté le distributeur, parce que je lui ai dit on pourrait faire un truc ensemble, parce qu'ils m'ont dit carrément, etc. machin. Donc, il faut pas voir ça forcément comme le mal. C'est quelque chose dont on peut tirer bénéfice aussi, tout simplement. Et puis, effectivement, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de mieux en mieux compris par les spectateurs, par les internautes. Le placement produit, même quand il est un peu sec, même quand il est un peu maladroit, reste aujourd'hui la manière la plus sûre de vivre de YouTube, quoi. Oui, puis Ouais, la moi plus je me saine souviens aussi. d'une époque où c'était chaud. Ah, vas-y, pardon. J'ai dire la plus saine créativement aussi au final, comme tu disais, si t'arrives à ne pas te faire corrompre entre guillemets, vraiment là on tombe pas dans les espèces de reviews de produits, de déballage d'unboxing où là clairement on a des gros soucis de billets. Ouais, faut pas que ce soit invasif. Voilà, c'est quand même plus sain que comme tu disais par rapport à cette espèce de course à la vidéo tous les jours et au Exactement. plus de vues et de likes possible parce que de toute façon aujourd'hui je crois que même pour les plus grosses chaînes c'est devenu presque impossible de vivre des revenus publicitaires depuis qu'il y a l'espèce de grosse suite des annonceurs et d'espèces de débâcle là qu'il y a eu avec YouTube. Genre aujourd'hui. Alors ouais, vraiment, c'est un peu compliqué ça, mais oui, effectivement, ça participe à une certaine crainte, on va dire. Après voilà, si je dis ça, c'est aussi parce qu'on est plein de vidéastes à avoir une cible trop restreinte pour vivre des revenus YouTube entre guillemets, mais qu'on n'a pas forcément envie d'élargir à tout prix. Ouais. Oui, bah oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément prêt à faire tous les sacrifices pour toucher n'importe quel public. On a envie de rester, typiquement je parlais de déontologie, voilà. On a envie, même si parfois on se dit c'est cool, je pourrais faire un sujet qui amène plus de gens, de se dire ouais mais c'est un piège, ouais mais j'ai pas envie de tomber là-dedans, etc. Typiquement un truc qui m'est arrivé l'année dernière. Je suis désolé, je parle beaucoup de moi, mais c'est le meilleur exemple que j'ai. C'est les meilleurs exemples que je connaisse, c'est les miens parce que je les connais le mieux. Donc, Ah bah oui. mais j'avais fait une vidéo où je parlais d'un possible changement de voix sur Elsa de la Reine des Neiges pour Frozen 2, ce qui a eu lieu. Mhm. Et c'est une vidéo que j'ai pas du tout assumée. C'est-à-dire je l'ai sortie et la vidéo marchait très bien, vraiment, par rapport à d'autres vidéos. Elle marchait très très bien en termes de vues. Ça montait très très vite. Il y avait vraiment des gens qui connaissaient pas du tout ma chaîne qui ont été ramenés. En plus, ça en a un petit peu parlé dans la presse, etc. Voilà. Mais ça me plaisait pas du tout parce que ça faisait drama, ça faisait potin.
En plus, ça avait Réagir à été chaud à une publiquement, actualité, ouais. voilà, c'est ça, ça faisait réaction à chaud, etc. J'ai fait 2 vidéos comme ça l'an dernier et elles m'ont pas du tout plu. Je les ai immédiatement désassumées et voilà. Et je me suis dit que j'arrêterais de faire ça et que si je devais parler de sujets récents, je prendrais quand même pour autant le temps de réfléchir, d'écrire et ce genre de choses, quoi. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut pas tirer un trait trop vite, sur lequel on n'a pas envie de tirer un trait trop vite. Et en cela, les placements produits, c'est une super alternative. Ouais, et puis c'est vachement mieux accepté. Attends, vas-y, parce que Voilà. j'ai pas de te couper la parole. Ouais, non, mais moi, je me souviens d'une époque où il y avait eu tout un scandale. Alors, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais il y avait eu le scandale, je crois que c'était Kemar qui avait fait une pub pour SimCity dans une de ses vidéos. Et c'était une pub qui était très invasive et très mal placée, etc. Et il y avait eu toute une levée de boucliers contre le système de financement par des professionnels du commerce, etc. Oui, bien sûr. au Il y a sein eu des ça, il y a eu YouTube. le Doritos Gate dans le monde du jeu Gate, vidéo. ouais, oui, des trucs qui Il y a étaient eu- super malvenus en fait, parce que si tu veux, et je m'adresse aussi aux gens qui sauraient pas trop quoi penser de tous ces trucs de NordVPN ou les jeux mobiles et tout ça. Évidemment que le joueur du grenier il joue pas aux jeux mobiles qu'il présente. Évidemment que le joueur du grenier il a un VPN qui est beaucoup moins cher que NordVPN, etc. C'est sûr, mais tout simplement ces vidéos elles existeraient pas en fait s'il y avait pas ça, parce que financièrement c'est comme ça qu'on s'y retrouve. Ben, c'est ça. Et vous avez le choix entre un youtubeur qui vous dit hey les gars, je vous fais ma vidéo, mais juste avant, abonnez-vous à NordVPN. Je trouve ça quand même beaucoup mieux que d'avoir 10 minutes d'émission pour 30 minutes de pub quand vous regardez TF1. Bien quoi. sûr. Ou alors que ce soit insidieux. Ça, c'était au début des placements produits, on va Oui. dire. Mais pendant assez longtemps, on a reproché à Norman, typiquement, d'avoir fait des placements produits pour Assassin's Creed en vantant que c'était des vidéos de fans. Je sais pas si vous vous souvenez Ouais, il y a eu de un ça. scandale par rapport au lait aussi, non, je sais plus. Ah oui, les Je produits sais plus laitiers, qui a ouais. fait un clip, C'était Mister JD qui l'a mis en avant dans Oui. ses vidéos récentes. Mais ouais, effectivement, il y a Ça, eu par ça. exemple, éthiquement parlant, le fait de vouloir cacher le placement de produits, etc., ça, c'est un truc qui est toujours C'est ça. tendu, quoi. Effectivement. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, typiquement, je suis en train de bosser sur une vidéo qui, je sais, ne va pas me rapporter énormément. Si par miracle, elle est monétisée, parce que a priori, j'utilise beaucoup d'extraits, c'est pas impossible que je me fasse claimer. Et si j'arrive pas à les contester, ben il est pas impossible que ça reste en place. Oui. Mais j'ai une proposition de placement produit typiquement mine de rien ce placement produit va me permettre de vivre et je sais que ma communauté va l'accepter parce que elle sait qu'avec mon faible nombre d'abonnés, avec mes faibles vues sur mes vidéos, je pourrais pas en vivre sans ça, quoi. Même si évidemment les dons Tipeee, Utip, etc. aident. Typiquement on peut pas, tu vois, tu posais la question de est-ce que tu penses en vivre un jour. Si j'arrive à en vivre un jour, ce sera grâce à ce genre d'opération plus qu'aux revenus YouTube plus les dons, etc. dons, voilà. Et si la question te fait chier, tu réponds pas, mais du coup tu vis de quoi pour le moment? Du RSA. Du RSA, bah ouais, d'accord. Ah oui, putain, en plus c'est pas énorme, le RSA c'est 640. Oui, c'est ça. Alors plus l'aide au logement. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est je sais plus quelle somme plus l'aide au logement, donc ça fait à peu près 600 et des brouettes. Bon, j'ai la chance d'être soutenu un petit peu à droite à gauche, plus les dons et ce genre de choses, etc. Donc j'arrive à survivre plus qu'à en vivre, tu vois. Ouais, bah, je pense qu'on connaît à peu près, nous aussi, cette Mais situation. Jeune je peux youtubeur, artiste précaire. je peux décemment pas dire que je vis du YouTube quand les 2/3 voire les 3/4 de mes revenus du mois c'est le RSA, tu vois. Ce serait malhonnête de dire que je vis de YouTube. Nous, encore moins, pour le coup. La précarité chez les youtubeurs, on a le titre de la vidéo. Voilà, C'est ça. non, mais la précarité chez les youtubeurs, elle est immense et c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de gens qui croient à cause de certains reportages, de certains articles de presse, Ouais, etc. comme la télé qui met en avant plus l'argent que Voilà. le contenu. Que tous les youtubeurs sont des millionnaires et moi j'ai eu l'occasion de faire une animation dans un collège et effectivement dans la tête des collégiens, comme j'étais youtubeur et que j'avais quelques milliers d'abonnés, bah j'étais millionnaire Ouais, bah oui. et j'ai dû leur expliquer que non. Mais c'est dingue parce que on a
beaucoup avancé dans le temps là, et sur ces sujets. C'est vachement mieux accepté aujourd'hui. Mais quand tu vois, par exemple, je prends un exemple super récent, François Terrel, le fausseur de film, récemment, il a fait une levée de fonds pour faire ses virées, là, où il part sur des lieux de tournage dans le monde entier. Effectivement, il a demandé une grosse somme, il a demandé 200 000 euros, mais on parle quand même de déplacer toute une équipe technique dans d'autres pays. Et Bien enfin, sûr. ça demande une somme d'argent considérable. Il a été obligé de faire un commentaire gigantesque pour détailler toutes les dépenses, parce que les gens lui faisaient des réflexions de ouais, c'est beaucoup trop, 200 000, t'es déjà youtubeur, etc. Tu touches déjà énormément On d'argent. te avec paye toutes tes tes abonnés. vacances, etc. Ouais, tu pars en vacances, on va te payer en plus. Tout. Enfin, il y a vraiment encore, on s'en rend pas compte. On pense que les gens ont progressé sur ce sujet, mais il y a vraiment encore beaucoup d'idées reçues et de gens pensent que, ouais, dès que t'as passé 10 000 abonnés, ça y est, tu touches 1 million d'euros par vidéo que tu sors. Enfin, voilà quoi, Ouais, c'est assez non, non, flippant. avec YouTube, en général, on vise plutôt un RSA qu'un SMIC, en fait. Hein. Oui, encore, Non, oui. faut déjà, voilà quoi. Nous, nous, c'est 70 euros par an YouTube. Ouais, et qui- puis, ça nous donne. nous, nous, on vise moins, on a moins cette visée. Alors, si ça nous rapporte un petit peu d'argent, on est content, mais on a moins cette visée de se dire, un jour, on en vivra. Déjà parce qu'on est deux. Et c'est con, mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse 2 fois plus de revenus pour que ça nous paye un salaire Bien sûr. à nous deux. Effectivement. Et tu vois, moi, ce que j'aimerais bien, ce serait qu'un jour, il y ait une radio qui nous contacte, qu'il y ait une boîte de prod qui nous contacte, ou des conneries comme ça, tu vois, qui... J'aime pas les gens qui considèrent YouTube comme un tremplin en se disant, ouais, vas-y, je fais du YouTube pour le moment, et puis après, j'irai à la télé. Hmm. C'est pas du tout le but, c'est juste que nous, on kiffe Il y a ce plus qu'on de fait, chances on d'en adore ce qu'on vivre. fait. Il y a plus Et de on chances a- de vivre ouais, de c'est ce que ça. vous faites à la radio, bien sûr. Mais Pour vivre de ce qu'on fait là sur YouTube à deux, en divisant les revenus Mais par bien deux, sûr. mais c'est impensable. C'est presque mais bien infaisable. sûr. Mais après, pour tout ce qui est fiction radio, il y a des aides, il y a la Fondation Beaumarchais, il y a les bourses de la SACD, etc. Et puis effectivement, vous pouvez démarcher les radios à côté. Mais des aides, il en existe aussi pour les youtubeurs. Effectivement, on parle souvent du CNC Talent, Ouais, etc. j'allais en parler, ouais, du coup, de ça. Parce que, par exemple, pour ta vidéo sur le tournage enfin, le tournage du doublage, le plateau de tournage de Parasite, je m'étais posé la question, tu vois, bah, j'ai vu que non, parce que, effectivement, il me semble pas que le CNC t'ait aidé, il y avait pas le petit machin avec l'aide du CNC au début, quoi. Mais, ça Le pose la question, CNC par exemple, TF14 aussi avait essayé de monter un dossier sur un sujet très costaud pour une vidéo de vulgarisation, etc. Et il y a pas mal, quand même, de rumeurs et de bruit qui courent sur le jury du CNC, etc. Et sur le fait que c'est vraiment Ce très dont je te difficile parle, etc. ouais, au final de se faire aider si ta vidéo est pas dans la tendance de l'actualité ou dans quelque chose d'intéressant, quoi. Genre, En fait, enfin, c'est c'est pas... compliqué de se faire aider par le CNC, quoi. Alors, pas c'est si simple que compliqué ça. de se faire aider par le CNC, mais c'est pas tant une question de jury ou de copinage ou de ce que tu veux. C'est pas vraiment ça la question. La question, c'est que le CNC Talent, à mon sens, des connaissances que j'ai, des conditions générales et de ce genre de choses, et pour avoir essayé de monter un dossier, le CNC Talent, ça ne peut aider que les youtubeurs qui ont déjà un pied dans le plat. Parce que pour expliquer un petit peu la situation. Récemment, j'ai tourné une partie court-métrage pour une vidéo. Si on compte le fait que j'ai payé les accessoires, la location de matériel, etc., la bouffe à l'équipe le soir, le dernier soir, les sandwichs, etc., machin, ça m'a coûté, je sais plus, mais disons, je sais plus quel chiffre précis c'est, mais disons 700-800 balles, quelque chose comme ça. L'équipe n'était pas payée. L'équipe l'a fait parce que le projet l'intéressait, etc. Et on s'est fait une bonne bouffe et c'était pas non plus... ça a été un week-end très concentré, mais pas plus. Et c'était cool. Si... Moi, ce que j'aurais aimé, ça aurait été payer tout le monde, évidemment. Donc, si je décide de faire un budget, de regarder un petit peu et de dire à tout le monde, si ça vous va, je vous paye un petit peu, etc., machin, etc. Disons que j'arrive à monter un budget à 2000 ou un truc comme ça. Ouais. Le problème, c'est que le CNC, il faut budgéter autrement. Il faut budgéter avec les minima syndicaux, il faut budgéter en prenant en compte vraiment tout, en négligeant les gens qui peuvent faire deux choses en même temps sur le cours, etc. Et en fait, du coup, on se retrouve avec une partie court-métrage, une partie fiction qui est budgétée à 10 000, par exemple. Ouais, c'est ça, parce Et que le tu rentres dans les trucs CNC, professionnels et ouais. voilà. Et le CNC, s'il accepte ton projet, il va te donner 5000 parce qu'il peut pas donner plus que la moitié. Et en fait, du coup, tu te retrouves, toi, youtubeur, qui avec 2000 balles aurait pu payer tout le monde,
te retrouves à chercher 5000 balles. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que c'est compliqué l'AdSense, parce que c'est bien quand tu sais où trouver l'autre moitié, mais en fait ça te force à chercher l'autre moitié, alors que si le CNC s'appuyait plus sur l'économie de YouTube telle qu'elle existe, c'est-à-dire c'est souvent des bandes de copains qui se donnent des coups de main, etc. Typiquement, moi je vais aider quelqu'un à cadrer et puis cette personne va m'aider à cadrer un autre truc, etc. Typiquement, c'est le genre de choses qui se fait très facilement dans le truc. Si au lieu de nous forcer à budgéter et de chercher l'autre moitié de notre budget, ils distribuaient des petites aides ponctuelles de 1000, de 2000, de 5000 selon le projet, etc. à droite à gauche, ce serait bien plus efficace et surtout ça aiderait beaucoup plus les petits youtubeurs entre guillemets. C'est ça, En fait, les moyens. souvent ce programme, ça permet d'encourager les gens à aller chercher d'autres financements ailleurs. Moi, je pense à Nota Bene qui va faire moitié CNC, moitié la région dans laquelle il va tourner sa vidéo, quoi. Ouais, plus NordVPN, plus ce genre de choses. T'as aussi les gens qui vont lancer un financement participatif pour combler, qui vont être en mode on a une moitié, on a besoin de l'autre moitié. Typiquement, François Torel, voilà, il y a François Torel, mais il y en a aussi d'autres, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit fleurir plein de crowdfunding, de projets qui ont l'aide du CNC, parce qu'il faut trouver l'autre moitié. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est déjà une très bonne première étape ce CNC, mais c'est encore balbutiant. De toute façon. c'est qu'une étape et effectivement c'est comment dire, ça aide les gens qui savent déjà comment s'y prendre. Il y a aussi l'aide à la chaîne qui aide à développer une chaîne, mais c'est un peu pareil. Il faut quand même budgéter, il faut quand même expliquer comment tu vas faire level up ta chaîne. Il s'agit pas de leur demander de t'aider à financer ta chaîne pendant un certain temps. Il faut que tu leur présentes une volonté de level up ta chaîne, d'acheter de nouveaux matos, d'être plus régulier, de partir, etc. Il faut que tu leur montres que t'as une envie de level up. C'est toujours je suis désolé, j'ai que ce mot là, mais concret, quoi. voilà, de proposer un projet concret qui se tient et qui vraiment apporte quelque chose à ta chaîne. Tu peux pas juste leur dire je reste comme je suis et si vous pouvez me donner des sous parce que mon sujet il est bien, j'aimerais bien. Ça marche pas. J'espère que pour vous, spectateurs, on n'enfonce pas des portes ouvertes en disant que vous savez que souvent l'argent qu'un youtubeur va investir dans YouTube, c'est plus que l'argent que YouTube va nous avoir rapporté. Hein. Voilà, toujours. Moi, Même les gros youtubeurs, hein, Bien sûr. on reprend l'exemple de Squeezie quand il a fait son concours des tubes de l'été. Où il a proposé à des amis de faire chacun un tube de l'été, de voir qui c'est qui gagne, etc. machin. La vidéo de base a fait plusieurs millions de vues, les 2 clips aussi, mais Squeezie n'est pas rentré dans ses frais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une vidéo qui a été faite avec les fonds personnels, où il n'y a pas eu de placement produit, où il n'y a pas eu ce genre de choses, etc. Ça a coûté très cher parce que les clips ont de la gueule. Et résultat, voilà, même des gros youtubeurs qu'on imagine couverts, en plus Squeezie, c'est l'écurie Webedia, etc. On a pas mal d'idées reçues sur Webedia. Donc on se dit voilà, ça va, c'était un investissement, mais il s'en est sorti, surtout que ça fait des millions de vues, etc. Ouais, sauf que ça marche pas vraiment comme ça. Plus ils font de vues et plus ils coûtent cher à produire aussi. C'est ça. Secret, quoi, genre, pour vous donner un ordre d'idée, nous on fait ce qui doit coûter le moins cher sur YouTube. La fiction audio, ça a vraiment cet avantage-là de on n'a pas les caméras, on n'a pas la lumière, on n'a pas les lieux de tournage à louer, on n'a pas tous ces trucs-là. On en a fait des tournages Dudu et moi et Dudu et moi séparément et c'est des choses qui montent très vite dans les frais. Hein. Louer le devanture d'une porte de château, ça peut coûter 500 balles la journée, rien que ça. Mais à côté de ça, là, je viens aujourd'hui de dépenser 300 balles dans du matos audio en sachant que YouTube nous rapporte 70 € par an. Ouais, bien sûr. Donc même si c'est que à notre échelle et que de toute façon on dépensera toujours plus d'argent qu'il y en a qui vont rentrer. Mais c'est pour ça on parle depuis tout à l'heure de vivre de YouTube, mais c'est au-delà de ça. Typiquement moi l'argent que je vais pouvoir peut-être gagner avec différents placements produits, c'est de l'argent qui va aussi me servir à racheter du matériel. Ouais, c'est ça. Parce que voilà, c'est aussi tout simplement continuer à faire ce qui nous plaît. Et dans le même temps tu survis. C'est ça. Il en reste un petit peu pour t'acheter des pâtes. Voilà, mais il y en a qui ont un vrai métier entre guillemets, je dis toujours entre guillemets, mais voilà, un vrai métier, c'est le running gag. Il y en a qui ont un vrai métier à côté de YouTube et qui demandent quand même des fonds justement pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir faire des meilleures vidéos tout simplement. Moi je vous avoue que je suis au chômage là et Dudu aussi, mais jusqu'à il y a pas si longtemps, j'étais prof en même temps que YouTube.
Et c'est deux boulots qui sont vraiment pas du tout faciles à concilier, mais vraiment pas. On voulait aussi te parler un petit peu de public, parce que on s'adresse... déjà, j'allais le dire comme une affirmation, mais c'est une question. Est-ce qu'on s'adresse à un public quand on fait des vidéos? Est-ce que toi, tu vises quelqu'un en particulier? J'ai pas l'impression. Tranche d'âge, Alors, la tranche d'âge, non, ça se fait naturellement. Ça, quand on regarde ces statistiques, on se rend compte que généralement, la tranche d'âge qui nous regarde, c'est la tranche d'âge qu'on a nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Hein. C'est pas toujours le cas. Sauf quand t'es McFly et Carlito. Non, je dis c'est pas toujours le cas parce que, en l'occurrence, moi, je gère la chaîne de Brigitte Lecordier et qui s'approche de la soixantaine. Et son public n'est pas les gens qui ont la soixantaine. Comment elle va, Brigitte? Ouais, c'est un peu un cas exceptionnel. Elle va très bien, Brigitte. Brigitte va très bien. Ça a l'air d'être une femme incroyable. Elle est très 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 gentille. Enfin voilà, ça transparaît dans les vidéos, hein, on va pas se mentir. Ouais, carrément, elle a l'air d'une gentillesse. Non, nous c'est pareil, on n'a jamais visé quelqu'un en particulier. Alors, on a eu ce petit travail d'adaptation dans le sens où on a lancé En attendant la mort juste parce que c'était un format qui était facile à faire et qui nous demandait pas trop de temps et tout ça et qu'on avait envie de le faire. Et quand on a vu l'engouement qu'il y a eu pour ça, par exemple, on a ressorti le projet Le Satan qu'on avait commencé à écrire il y a peut-être maintenant 3 ans de ça, parce qu'on s'est dit ah bah tiens, les gens en ce moment ils ont l'air de bien aimer ça, c'est le moment de sortir ça. Mais c'est surtout la question de pas lancer un pavé dans la mare et de pas lancer des vidéos sans que personne les regarde, parce que c'est quand même important d'avoir un public. Mais nous on a clairement 2 publics. Dans la dernière vidéo, quand on vous demandait ce que vous préfériez dans la chaîne, on a des gens qui nous disent ah moi je regarde que le Dr Bonobo, et on a des gens qui nous disent ah moi le Dr Bonobo j'ai même pas regardé un épisode. On a clairement une segmentation, surtout depuis que Astronomy qui a parlé de nous, et genre on a ce genre de personnes qui sont là depuis le début de la chaîne depuis 5 ans, hein, et qui sont là pour la fiction sonore, et les autres qui sont là pour des formats plus légers, qui sont pas forcément des fictions continues, etc., avec numéroté, et enfin c'est lourd à suivre, quoi, il faut s'investir. T'arrives sur notre chaîne et t'as 3 saisons de retard, de 45 épisodes par saison. Ouais, moi à leur place, les mecs, je les comprends, quoi, hein, je regarde plutôt les derniers trucs qui ont pas de numéro dans le titre. Je me demandais, moi, c'est par rapport au public, parce qu'on a, je pense, pas le même public, mais on a un public qui touche à l'audio, etc. aussi, et toi tu viens de la saga Sphère, en quelque sorte, je pense que je peux dire ça oui. D'une certaine manière. Nous aussi, on en vient plus ou moins, sauf que nous on est directement arrivé sur YouTube, et on a constaté nous-mêmes que c'était pas une pratique très appréciée. Par exemple, sur le forum principal de la saga Sphère, qui est le Netophonix, on s'est beaucoup fait reprocher, oui, vous êtes sur YouTube, on s'en fout de votre lien YouTube, mettez-nous un lien avec du téléchargement, etc. Oui, tout à fait, parce que la pratique est pas la même. Est-ce que, en fait, le public qu'on a, nous, c'est aussi un mauvais public pour YouTube? En fait, est-ce qu'il est prêt à transitionner sur YouTube? Parce que pendant un moment, je me disais, moi, par exemple, quand je suis arrivé, que la saga MP3, c'est pas qu'elle a besoin de mourir pour renaître, mais par exemple, Clad Vanilla, l'épopée temporelle, etc., c'est des exemples de tentatives de percer sur YouTube, mais est-ce qu'on peut vraiment percer sur YouTube avec de la fiction sonore? Et je rappelle par-dessus ça que nous, on fait de la vidéo YouTube. C'est-à-dire qu'on a des chartes graphiques pour chacun des formats qu'on fait. On a même eu des animations pour la saison 2. Nos trucs, je considère qu'ils fonctionnent pas sans la vidéo, même si c'est souvent de la vidéo statique. Moi, je pourrais jamais ne poster que ce que je fais sur SoundCloud. Bien sûr. La saga MP3, c'est très particulier parce que les pratiques sont pas du tout les mêmes que YouTube. Typiquement, de la saga MP3, ça s'écoute par exemple en voiture, le soir en se couchant, etc., en faisant autre chose. Et typiquement, avoir une saga MP3 sur YouTube, déjà, t'es obligé d'avoir ton appli YouTube allumé, par exemple, si tu le regardes sur ton téléphone, ça, c'est chiant, ouais. À moins d'avoir YouTube Premium, etc. Mais du coup, voilà, c'est chiant. Alors que le télécharger, ça permet de l'avoir en permanence, etc. Ensuite, si t'as pas de réseau, si t'as pas la 4G, si t'es en voiture et que tu passes sous un tunnel, c'est mort. La lecture s'arrête, etc. Donc voilà. Et puis c'est des gens, encore une fois, qui ont pris pour habitude de pouvoir l'écouter partout, tout le temps. C'est l'avantage de la saga MP3 par rapport à la fiction vidéo. Ne serait-ce que pour parler d'écoute collective, tu vois. Typiquement, la saga MP3, ça peut s'écouter collectivement sans qu'il y ait besoin d'un très grand écran, sans qu'il y ait besoin de quoi que ce soit. On a tous le souvenir d'avoir écouté entre potes des épisodes de Nullbuck autour d'un vieux post CD où on avait gravé les épisodes à la Zob sur un vieux Maxell 80 minutes. Je pense que c'est une expérience qui parlera pas forcément aux plus jeunes, mais qui parlera à certaines personnes, je pense. Et moi, je pense à ça en plus, parce que ce qui est paradoxal, c'est que je crois que le commentaire qu'on a eu qui nous a fait le plus plaisir, alors on a eu plein de commentaires qui nous ont fait plaisir,
parce qu'on a comme on a une fanbase réduite, bah du coup on a que des gens qui sont bienveillants. Bien sûr. Mais on a eu un jour un commentaire d'un mec qui nous a dit donc je suis allé sur votre site parce que vous savez que maintenant tous les épisodes de tout ce qu'on fait sont téléchargeables sur le site que vous trouvez toujours en description. Et on est allé sur le site, on a téléchargé tous les épisodes du Docteur Bonobo et on les a écoutés avec ma femme et mes enfants en partant en vacances. Et on n'a pas arrêté de rire. Et ça, c'est le genre de truc, effectivement, c'est trop bien que ça puisse exister, quoi. Qu'on puisse faire partie un peu du quotidien des gens et tout ça, c'est vrai que c'est un truc qui est super. Mais c'est vrai qu'on est aussi partagé là-dessus parce qu'on aime bien travailler la charte graphique. Bien sûr. Ça, Après, le gros défaut, entre guillemets, de YouTube, par rapport à la saga MP3, et c'est aussi une des raisons qui fait qu'il y a eu tout de suite une levée de bouclier sur Netophonix, c'est que YouTube compresse le son comme des gros ports. Et maintenant, compresse aussi la vidéo comme des gros ports. Donc vraiment, si on a envie d'écouter du son, et je pense qu'avec le temps, le public de Netophonix est devenu de plus en plus exigeant sur ce qu'il a envie d'écouter. Quand on a envie d'écouter du son, YouTube, c'est comprimé à mort. Et c'est pas forcément aussi agréable que d'avoir un joli, même sans parler des formats un peu FLAC, OGG, Wave ou ce que tu veux. Simplement le fait d'avoir un MP3 en 320 kbps au lieu de 128, ça change pas mal de choses, quoi. Même pour une oreille un peu néophyte, j'allais dire. C'est quelque chose, on entend à peu près la différence. Autant entre le 192 et le 320, c'est un peu plus, faut vraiment tendre l'oreille. Mais YouTube compresse quand même assez agressivement. Mais puisqu'on parlait de public, nous on avait peut-être la grosse question de cet audiologue, et c'était comment est-ce qu'on fait pour être un youtubeur de gauche? La question, ça c'est par rapport au au zapping de trop de gauche. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'à une époque. Oui, c'est plus facile peut-être. Ouais. Parce que, en tout cas, je pense. Moi j'ai vu les réactions à ton top de l'année. Pour ceux qui n'ont pas vu, déjà allez voir. On est dedans. Puis, spoiler. Allez, on est dedans. On a Satan. On a un petit extrait. Il faut bien regarder toute la vidéo pour trouver notre extrait. Regardez toute la vidéo. Non. mais voilà, Mr. Fox, notre invité, réagissait aux commentaires qu'il avait eu de la part des gens parce que comme son top de l'année 2019 est segmenté un petit peu de manière chronologique, du coup il se servait des vidéos de Usul, le papa des youtubeurs de gauche. Pour chronologiser, on va dire, ces vidéos, et donc du coup mais c'est pas un truc objectif, c'est vachement trop de gauche et tout ça. Mais même sans Usul, ça aurait été de gauche, hein. De quoi? Même sans Usul, ça aurait été de gauche. Oui, ça respire le gauchisme, cette vidéo. Et c'est là que je veux en venir, en fait. C'est que la gauche, c'est un mouvement qui a ses propres références, qui a ses codes, etc. Et je me demande si finalement c'est pas moins chiant d'être de droite. Moi je pense que clairement aussi, parce que quand t'es on dit souvent quand t'es ni de gauche et de droite, c'est que t'es de droite. Genre par exemple, ça va balancer, mais genre pour moi il y a un exemple, même sans balancer, en parlant des extrêmes, par exemple, moi un youtubeur et d'extrême gauche, vraiment extrême que je connais, c'est le Bouzeux Magazine. Alors je sais pas combien d'abonnés il a, mais je l'ai pas de tête, mais je sais déjà qu'il y en a vachement moins que Valek Norage, que le Raptor Dissident, que ce genre de mec d'extrême droite qui genre quand t'es d'extrême droite ou de droite, tu fais partie d'une norme un peu dominante où genre t'as plus le droit d'exister, que ça choque moins que quelqu'un qui a un gros communiste, un gros rouge d'extrême gauche qui casse les couilles, Social Justice Warrior. T'es plus facilement reconnaissable quand t'es de gauche, parce que tu peux être de droite et faire du contenu ou alors en tout cas qui paraît totalement apolitique. Je pense au genre du Grenier par exemple qui s'est jamais caché d'être de droite. Ou même du Randall où il pensait, c'est des mecs, tout le monde sait qu'ils sont de droite. Ou du Randall où il pensait, ou à une beaucoup plus grosse échelle Alexandre Astier. Et nous on adore, enfin ça s'entend légèrement, hein. C'est ça s'entend. Nous on va pas dire Alexandre Astier c'est un connard, il est de droite, mais après quand on paye un peu attention, pay attention, c'est vraiment quand on fait un peu pas beau ça. Quand on fait un peu attention à ce qu'on voit, on voit que dans Kaamelott les pauvres ils sont tous cons et les riches ils sont tous intelligents, et qu'il y a toujours ce truc de, ça se voit je nuancerais ça, si je puis me permettre, hein. Non, mais ça se voit un petit peu que c'est de droite. Alors que quand un mec est de gauche, ça se voit beaucoup. Et je me demandais, toi, comment tu gérais le côté politique de ton truc, parce que t'es de gauche,
Ça, je crois que c'est plutôt assumé. Mhm. Plutôt quel bord de la gauche, si tu devais le définir? Je dirais que j'ai voté Mélenchon en 2017. Voilà, donc la gauche consensuelle des ados d'aujourd'hui. Non, je plaisante. Non, disons la gauche, vraie gauche, quoi. Pas la gauche de droite. Ouais. Oui, c'est pas Manuel Valls, ça? Non. Mais même, je vais te dire, hein, même tout ce qui est PS maintenant, Non, mais bien sûr. la quasi-totalité du PS, c'est de la gauche de droite. Hein. Oui, Je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. Pierre Bourdieu, en 2002, disait déjà que François Hollande était de droite. Ouais. Mais ça y est, bon, c'est pas grave, tant pis. Mais les gens voilà, qualifient l'extrême gauche d'extrême gauche en oubliant ce qu'est la gauche, en fait. C'est un grand débat dans lequel on rentre. Mais en fait, l'extrême gauche d'aujourd'hui, en fait, c'est la gauche d'hier. Simplement, les gens ont oublié ce qu'était la gauche. Ouais, quoi. on a réussi à plus ou moins bien nous la faire oublier. Mais, et du coup, toi, dans ton contenu, à quel point est-ce que tu penses que ça se voit? À quel point est-ce que tu fais participer tes idéologies politiques dans ce que tu fais, etc. En fait, je me pose pas vraiment la question. Le zapping, c'est effectivement quelque chose de très politique parce que on est obligé d'être politique quand on fait une review de l'année. Je le dis sans vanité ou quoi d'autre. Le zapping, c'est purement l'application stricto sensu des théories de Kuleshov et d'Eisenstein, à savoir raconter quelque chose par le montage. Et je pense que quoi qu'il arrive, quand on fait un montage des moments marquants de l'année, rien que dans le choix des extraits, rien que dans la manière dont on les agence, on prend position. Et on pourrait prendre des choses totalement neutres. Là, en l'occurrence, effectivement, on parlait du fait que j'ai mis plusieurs fois Usul et compagnie. Mais même, j'aurais pris des choses totalement neutres ou quasiment neutres. On arriverait quand même à leur faire dire des trucs de gauche. Parce que c'est comme ça que fonctionne le montage, entre guillemets. Et je pense que ça fonctionne aussi comme ça pour l'écriture. C'est-à-dire que moi, j'écris tel que je pense. Et si par exemple, je dis, je sais pas, oh là là... Bah oui, évidemment, c'est les pauvres le problème. Hein. C'est évidemment les pauvres qui sont responsables de tous les problèmes de notre société. Je pense que, tu vois, sur le ton ironique, je pense que c'est quelque chose. Je vais même pas y faire attention, tu vois. Je vais l'écrire naturellement parce que c'est ce que je pense, et ça va transparaître naturellement dans mes vidéos parce que c'est ce que je dis, tu vois. Mais je me pose pas vraiment la question parce que je suis pas vraiment un youtubeur engagé politiquement. Je suis quelqu'un qui affiche sans retenue ses opinions. Il y en a qui font attention à pas les donner parce que soi-disant c'est pas bien de parler politique sur sa chaîne YouTube. Je pense que ça dépend des gens, mais je pense aussi qu'on est dans une époque où c'est très difficile de ne pas être politique, tu vois. Alors non, mais même au-delà de tout est politique, je veux dire, on a vécu quand même une moitié de quinquennat où il y a eu quand même un mouvement qui s'appelle les Gilets jaunes, la moitié. qui est non-stop depuis 70 semaines. Ouais. Non-stop depuis 70 semaines. Non, on a eu des mouvements de grève, RATP, etc., intersyndicaux, etc., qui n'ont jamais duré aussi longtemps depuis les années 80. On a eu, enfin, je veux dire, on vit, we live in a society, entre guillemets, on vit en France, et la France a jamais été aussi politique qu'aujourd'hui. Donc je pense que même quelqu'un qui veut pas être politique, le sera. Et puis à côté de ça, il y a aussi toutes les problématiques sociétales qui reviennent sur le devant de la scène. Tu vois, MeToo, la place des femmes, la place des Noirs. Il y a énormément de choses qui ont pris une place importante dans notre espace public et où forcément on va prendre position, qu'on le veuille ou non. Et typiquement, celui à qui je pense, tu vois, comme quoi on y revient toujours, mais en même temps c'est un très bon exemple de ça, c'est Squeezie. Parce que Squeezie, il a fait un live, peut-être vous en avez entendu parler, un live libre antenne où il parlait un petit peu de la difficulté, des difficultés qu'on rencontre dans la vie, etc. Je sais plus quel était le thème du live, mais bref, on s'en fout. Et il parlait avec un youtubeur dont le nom m'échappe. Et il parlait des difficultés à être une femme, etc., machin. Et son pote lui disait ouais, enfin quand même, quand t'es un homme t'as aussi des problèmes, c'est pas les mêmes, mais t'as aussi des problèmes. Et Squeezie l'a coupé net, tu vois, il a dit non, tu dis de la merde, excuse-moi, tu te coupes tout de suite, quand t'es une femme tu galères beaucoup plus qu'un homme, point. Et le mec a dit ah oui, ok, d'accord, pardon. Et tu vois, Squeezie, Squeezie c'est l'image du youtubeur consensuel. Mais aujourd'hui,
on est obligé de prendre position. On peut En fait, plus. il y a vraiment deux choses dans ce que tu dis qui sont super intéressantes. Il y a tout ce contexte social des Gilets jaunes qui, sans être une révolution politique, parce que tout simplement, je pense pas que les Gilets jaunes ont finalement fait bouger tant de choses que ça aurait dû, mais qui sont une révolution du point de vue de l'expression, dans le sens où c'est vraiment le moment où les gens ont compris qu'ils pouvaient avoir des moyens d'expression autres que passer par le vote, passer par le référendum, passer par les moyens syndicaux, etc. Ils ont compris qu'en fait, ils pouvaient juste aller eux-mêmes s'exprimer et dire ce qu'ils pensaient du monde. Moi, je dirais quand même que le mouvement des Gilets jaunes a changé quelque chose quand même d'important. À mon avis, hein, au-delà d'effectivement des outils d'expression, je pense qu'il a cristallisé, mais on va pas non plus rentrer dans le débat, mais je pense qu'il a énormément cristallisé le rôle des forces de l'ordre et des CRS. Ah ouais, ça c'est encore. C'est-à-dire que je pense que avant les Gilets jaunes, on n'avait pas cette vision-là des forces de l'ordre et des CRS. Enfin, certains l'avaient, certains qui étaient confrontés régulièrement à la violence des forces de l'ordre le savaient déjà. Mais je pense que les Gilets jaunes, qui est un mouvement constitué d'énormément de gens lambda, ça a mis les gens face à cette violence-là, quoi. Plus que n'importe quel autre. Ouais, et puis cette violence, elle fait aussi une grosse division dans la population. Moi, il y a plein de youtubeurs. J'aime bien suivre les youtubeurs que j'aime bien ou que j'aime moins sur Twitter. Et c'est vrai que on a eu d'une part le contexte de Joueur du Grenier. Oui. Pour ceux qui se souviennent pas de ça, c'était le truc qui avait fait un peu râler où c'était une vidéo d'un CRS qui démontait la gueule de quelqu'un qui avait strictement rien fait, qui était juste sur la place publique à attendre. Et puis du coup tout le monde gueulait contre les CRS et Joueur du Grenier il dit ouais mais on n'a pas le contexte, on sait pas ce qu'il a fait pour mériter ça. Et d'un autre côté il y a tous les youtubeurs qu'on n'avait pas vu s'exprimer sur des sujets politiques. Je pense par exemple à La Tronche en Biais qui a fait récemment une vidéo sur les violences policières. Je pense à plein de trucs comme ça et du coup tout le monde commence à s'exprimer un peu sur ces sujets-là et bah finalement j'ai l'impression que ceux qui ne s'expriment pas c'est ceux qui sont de droite en fait, non? Je pense pas. D'abord, tu vois, des gens comme La Tronche en Biais, etc. Je pense que, tu vois, c'est déjà à partir du moment où t'es un mouvement, comment dire, à partir du moment où t'es une chaîne de vulgarisation, où t'es une chaîne d'ouverture et d'éveil à l'esprit critique, tu peux qu'être de gauche, tu vois. Donc moi, tu vois, ça m'étonne pas plus que ça. Ouais, je suis d'accord. Non, pas surtout, mais clairement. Ouais, il y a le cas Astrono Geek dont on pourrait aussi parler vite. Nous on tire à mort sur l'ambulance parce que c'est à lui qu'on doit la moitié de nos abonnés, mais il a une chaîne de vulgarisation et il a une chaîne où il se bat contre les complotismes, etc. Et c'est un mec qui est ultra complotiste dès qu'il va s'agir de parler de ce que lui il appelle les social justice warriors, qui fait qu'on peut plus rien dire et que machin truc et tout ça. Il faut se méfier avec le truc. Tu vas avoir d'un côté les gens qui vont essayer d'avoir une position raisonnable sur les choses comme La Tronche en Biais et qui justement vont eux-mêmes gueuler contre Astrono Geek avec qui ils ont bossé parce que Astrono Geek il a pas du tout les méthodes que Astrono Geek, c'est le mec qui va prendre des cibles en forme de Jacques Grimaud pour tirer dessus, c'est le mec qui va menacer tous les complotistes de leur tirer dessus avec ses carabines, qui menace les gens de leur foutre des claques et tout ça. Ouais, je vois. Il y a plusieurs formes de manières de se battre contre ça, quoi. Bien sûr. Après, pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à ceux qui s'expriment pas sont-ils de droite, je pense pas. Je pense que on est plus sur de la peur, parce que justement il y a ce côté, côté tabou. En mode, on doit pas parler de nos opinions politiques sur notre chaîne YouTube parce que sinon il y en a une partie qui va décrocher. Je pense qu'après cette vidéo, il y a des gens qui vont se barrer de notre chaîne. Ah bah oui, clairement, sûrement. Ah oui, très probablement. Mais et encore, vous avez déjà parlé. Enfin, je veux dire, rien que, on est à découvert. Enfin, je veux dire, il y a pas plus gauchiste comme manière d'aborder le sujet. Des trucs très gauchistes et très anticapitalistes. Oui, totalement. Mais pour rejoindre. Bah oui, mais en même temps, c'est le docteur Bonobo. Donc, c'est le méchant. Du coup, est-ce que son discours est le bon ou non? On a bien aimé mettre un peu d'ambiguïté là-dessus, mais bon, le discours du docteur Bonobo quand il va tuer. Ah non, je vais peut-être pas spoiler, si. Oh mon dieu! Non, allez, on spoil pas le docteur Bonobo. Mais non, nous, on a toujours plus ou moins assumé, mais. Il y a une barrière, si tu veux, entre dire on est à découvert, c'est la merde, le système bancaire il fonctionne pas et tout ça, qui va être exactement le discours que quelqu'un du Front National pourrait avoir.
et entre le fait de dire all cops are bastards Men are trash. et men are trash et tout ça, tu vois ce que enfin Mais je suis d'accord avec Fox dans le sens où il y a une peur globale sur YouTube, mais il y a aussi une peur maintenant que les réseaux sociaux sont fusionnés à YouTube. Enfin, c'est devenu quand tu suis un YouTuber, tu le suis sur les réseaux quoi, 80% des gens. ouais, c'est clair. Et genre il y a une espèce de peur aussi, je pense, même des gens qui sont par exemple de la gauche molle ou de la droite ou du centre même, enfin ou des écolos, je sais pas. Enfin, il y en a plein à mon avis qui ont juste peur de dire une connerie. On est dans la cancel culture en ce moment, comme tout le monde appelle ça. C'est vrai. On est dans une culture où tout le monde attend que quelqu'un fasse le moindre faux pas pour le cancel totalement, se désabonner, unsub, bloquer, etc. Machin, c'est la grosse mode. On ne discute plus, on n'essaye plus de rendre les gens meilleurs, de les faire évoluer, on les cancel, point barre. Et il y a toute une espèce de communauté extrémiste comme ça qui font peur aux gens en fait sur YouTube. Voilà, et je pense que ça joue pas c'est mal. C'est à côté de la cancel culture qu'il y a aussi effectivement cette crainte de ce que j'appellerais les raids et ce genre de choses. Typiquement, il suffit qu'un vidéaste exprime un point de vue un peu trop de gauche ou simplement qu'il dise du mal de certaines communautés pour que se crée un topic sur jeuxvideo.com, pour ne pas le citer, et que d'un seul coup le vidéaste soit tout le monde. Voilà, c'est ça, que d'un seul coup on décide d'envoyer un maximum de commentaires négatifs à une personne, etc. machin. Après, je pense que quelque part il y a de plus en plus de vidéastes qui l'assument parce que au pire, qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que moi, typiquement, au bout d'un moment, je me suis dit, ceux qui suivent ma chaîne et qui sont fillonistes, eh ben, au pire, ils regardent pas ils zappent les passages où je parle politique, ou alors ils font mine que non, ou je sais pas. Et au pire, ils se désabonnent. Mais s'ils se désabonnent, eh ben quoi? C'est que c'est des gens qui s'intéressaient pas forcément plus que ça à mon boulot, ou c'est des gens qui ne supportent pas un autre point de vue, ou c'est, je sais pas, tu vois, et quelque part, je suis en mode, tant mieux. Bon, ben, ça fait chier de perdre des abonnés, mais c'est pas non plus la fin du monde. Alors qu'il y a des vidéastes, il y a trop d'impératifs. Ils ont trop d'impératifs à ce niveau. Ils peuvent pas se permettre cette prise de risque. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai 67 000 abonnés, on s'en fout. Quelqu'un qui en a 2 millions, s'il découvre, parce qu'en plus, il a pas forcément d'idée. Moi, j'ai une chaîne sur le doublage où je suis assez régulièrement progressiste, où je tiens un discours quand je parle du doublage. C'est un discours qui est globalement progressiste. Donc forcément, ça va parler, à mon avis, plus à des gens de gauche. Et s'il y a quelques personnes de droite qui décident de se désabonner à cause de ça, eh ben tant pis, j'en prends mon parti, quoi. Mais des youtubeurs qui ont une très très grande audience et qui n'ont pas la moindre idée, comme ils font du contenu consensuel, ils n'ont pas la moindre idée de quel est leur public. Eh ben, il suffit qu'ils se disent je suis de gauche ou je suis de droite pour qu'il y ait une partie de leur public qui se barre, et il saura pas laquelle, il saura pas quel pourcentage, il saura pas voilà, tu vois, et c'est compliqué. C'est compliqué et c'est effectivement ça, plus les risques de raid ou de cancel ou ce genre de choses font que effectivement on n'ose plus dire grand chose. Ouais, je suis complètement d'accord, mais moi à la limite ce que je suggérerais, moi je trouve ça con de se désabonner quelqu'un parce que je suis pas d'accord avec ses opinions. Voilà, c'est ce que je disais par exemple sur Alexandre Astier. Je suis d'accord à peu près avec zéro opinion politique d'Alexandre Astier. Mais j'adore ce que ce mec fait, j'adore son travail. J'ai pas du tout après, bien sûr. Tu vois. Et si vous êtes pas d'accord avec nous, vous désabonnez pas, venez. Enfin, oui, on peut en discuter. On en parle. Il y a aussi vraiment une dissociation de l'homme et de l'artiste, quoi. Ouais, mais attention parce que là tu vas te faire tomber dessus par les féministes qui vont parler de Roman Polanski. Oui, mais évidemment, on parle pas de cas extrêmes de pédophilie, de violence. Ouais, d'accord. Oui, on parle à notre maigre niveau sur YouTube, etc. Évidemment, on parle pas de cas extrêmes. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Là, c'est l'évident. C'est un autre sujet, effectivement. Nous, on parle de nos petits cas à nous, sans grandes conséquences, à part, oh là là, j'ai pris 1000 commentaires violents sur Twitter, ou je me suis fait une sub, ou machin. Bon, ce qui peut aussi être très grave, hein. Il y a des personnes qui supportent pas ça, ou qui peuvent ouais, bien sûr, ça peut être dramatique pour quelqu'un de perdre une partie de sa communauté, c'est clair. Voilà, ça peut faire très mal. Mais comme tu disais par rapport à Squeezie, on voit aussi que plus le message, certains messages progressistes qui font leur chemin dans la société, comme le féminisme, même si bon, c'est pas parfait, mais ça fait son chemin, on peut pas le nier quand même depuis quelques années. Et ça permet à des gens comme Squeezie qui sont dans cette espèce d'entre-deux un peu compliqué, où de donner son avis. Et quoi qu'après Squeezie, tu pourras me dire qu'il est tellement au-dessus qu'il a dépassé ce stade et que lui, il peut presque donner l'avis. Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Mais il peut se permettre. Il s'est quand même fait allumer sur les pyramides. Mais ça marche dans les deux sens. Hein. Tu regardes Norman et sa vidéo Terrain miné, qui était sortie l'an dernier. Je sais pas si vous l'avez vu.
Je crois que je l'avais vu, je me rappelle plus du. En du gros, problème c'était qu'il y avait sur cette une ouais. vidéo c'était une sorte de sketch qui, en gros, hein, Oui, le oui, sujet, je me c'était rappelle. ouin ouin, on peut plus rien dire. Ah C'est ouais. ça, C'était, alors, on oui, n'a oui. pas le droit de faire des blagues sur les femmes, on n'a pas le droit de faire des blagues sur les noirs, on n'a pas le droit de faire des blagues sur les C'était homosexuels. très très malvenu, effectivement. comme C'était vidéo. très Je me malvenu. rappelle. Et voilà, mais Eh, les ils gars, sont- les gars ils qui sont- disent on peut plus rien dire, s'il vous plaît, on peut toujours dire autant de choses. C'est juste que bah, les gros fachos qui disaient des trucs qu'ils auraient pas dû dire à l'époque, bah heureusement des fois on les laisse pas trop faire. Bah ouais. Mais je vous rappelle que des gens qui signent des livres sur la négro-suprématie et qui vont défendre des gens qui ont tué des juifs, et là je pense à un humoriste qui a fait un duo avec un juif à une époque. Et ces mecs-là, ils font encore du spectacle, ils ont encore une chaîne YouTube, puis, ils arrivent encore à allumer- dire plein de choses. Faut pas allumer la télé, mais si vous allumez la télé, il y a Eric Zemmour tous les jours sur les plateaux de Ah oui, télé quand même. totalement, totalement. Donc on peut plus rien dire à un moment. On a Eric Zemmour Enfin, sur les plateaux de télé, non, c'est et qu'on puis- est plutôt et puis- large Ouais, au niveau c'est liberté ça. Et puis les d'expression. gens qui vont sortir l'argument magique de Desproges en disant ouais mais si Desproges était vivant aujourd'hui il pourrait plus dire tout ce qu'il dit, mais bien sûr que si, Bien sûr parce que que si. c'était Desproges. Mais Jean-Marie Le Pen qui dit la même chose que Desproges, c'est pas le même discours. Faut Il aussi suffit de regarder un peu qui regarder, il suffit de regarder des gens comme Blanche Gardin, parle. Ouais, vraiment. qui a un discours assez proche de celui de Desproges, hein, mine de rien. Ouais, et puis même nous, quand on fait une blague sur le terrorisme en disant... on a fait 2 blagues sur le terrorisme, c'était une dans une malséance où il y avait un avion qui s'écrasait et on disait nos pensées vont à la famille des terroristes. Et une où on faisait dans une interview de l'État islamique en présentant l'État islamique comme des mecs qui avaient l'air super gentils et qui étaient super avenants et qui participaient à l'émission avec plein de bonne volonté, genre c'est pas du tout la même chose que si ça va être justement un islamiste qui va faire cette vidéo là, c'est-à-dire que quand on écoute un discours, on sait qui prononce les discours. Et puis à côté de ça, moi je dirais aussi que si on peut toujours rire de tout et de n'importe quoi, ne serait-ce que dans le cadre privé. Oui, C'est-à-dire que à partir du moment où vous savez que vous avez personne que vous allez choquer avec une blague de mauvais goût, si vous êtes entre amis, etc., vous pouvez bien faire toutes les blagues de mauvais goût qu'il y avait que vous voulez. Simplement, la chose à faire, c'est de prendre en considération les autres. Si vous êtes encore une fois dans un cadre où vous avez que 3 personnes, que c'est des potes qui savent pertinemment que vous êtes roi du second degré, de l'humour noir, de tout ce que vous voulez, etc., vous pouvez bien faire toutes les blagues que vous voulez, personne ne vous jugera. Mais à partir du moment où vous en êtes... tant que créateur, on peut pas se permettre de faire une blague choquante sans la dénoncer. C'est ça. À partir du moment où on est dans la sphère publique, à partir du Ouais. moment où on est entouré de gens dont on ne connaît pas les sensibilités, etc., machin, il est hors de question de rire aux dépens de quelqu'un il y a d'autre. un phénomène que les gens sur Twitter ne se rendent pas compte, c'est que, effectivement, soyez intelligents, faites vos blagues sur vos Discord d'entre vous, mais rendez-vous compte que faire une blague sexiste ou par exemple en ce moment on est en plein coronavirus ou faire des blagues racistes contre les Chinois, etc. Sinophobe, on dit, ouais. Ouais, Ouais. voilà. Vous allez pas sortir de chez vous au milieu de la place publique et la gueuler au milieu de la place publique. Vous aurez Bah jamais les balls de faire ça. Pourquoi vous le faites sur Twitter en place publique, ce qui équivaut à la même chose en fait. Et après, Mais les vous gens ont plaignez. tendance à oublier que Twitter est la place publique. C'est ça. Et- Et puis les gens ont aussi tendance à dire voilà, on peut plus rien dire. En fait, c'est pas ça la censure en fait. On te critique. Peut-être qu'il y a des gens qui t'attaquent, etc. Mais c'est pas de la censure. Genre, c'est pas ça de la censure. Genre, il y a aussi une espèce de, les gens se trompent entre être critiqués parce que ça les pique, ils aiment pas ça, qu'on les contredise sur la place publique, et genre on me censure, on peut plus rien dire. C'est pas du tout la même chose. Hein. Faut que ça soit clair ça aussi. Genre, c'est juste que quand tu t'exprimes sur la place publique, on a le droit de te remettre à ta place sur la place publique. C'est normal. Bien quoi. sûr. Sinon tes blagues, effectivement, regardez dans ton cercle privé. Nous aussi entre nous, on fait des blagues problématiques entre guillemets. J'imagine c'est ça. si on les sortait, on pourrait jamais se permettre de les dire telles quelles dans nos vidéos parce que faut Mais avoir nous, on l'intelligence. s'appelle le duo malséance. Ce qu'on prône, c'est la malséance. C'est justement aller à l'envers de tous les codes de ce qu'on a le droit de dire. Mais pourtant, on n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Parce que tout simplement, quand on se permet de dire quelque chose qui est extrêmement choquant, je sais pas, on n'a jamais fait encore de blagues sur les juifs ou quelque chose comme ça. Mais genre, si un jour je devais me mettre à dire que je sais pas quel cliché à la con sur les juifs, mais tout de suite après, on ferait quelque chose pour dénoncer le personnage qui a fait ce Bien cliché, sûr. tu vois ce que je veux dire. OSS 117 qui en ce moment est taxé de racisme. Alors moi je parle pas du 3 parce que le 3 je pense qu'il va être dirigé par Nicolas Bedos, et que Nicolas Bedos c'est pas le mec le plus clean au monde là-dessus, mais bon. OSS 117, il fait des blagues qui sont absolument odieuses, mais le personnage en lui-même est détestable. Le personnage en lui-même est une dénonciation Bien sûr. des blagues odieuses. Tu qu'on ris peut de lui, entendre, pas avec lui. bien pour le sûr. coup, genre, non, Bah, c'est c'est comme ça. clairement.
Un mec Bien qui est sûr. colonialiste et qui dit René Coty c'est notre Raïs à nous, tu rigoles de lui, tu rigoles pas avec lui. Après, c'est Bien aussi sûr. un luxe qu'on a parce qu'on fait de la fiction, effectivement. Genre, c'est pas forcément un luxe que t'as quand t'es une personnalité publique, genre, et que tu parles en ton nom sur Twitter ou dans tes vidéos, comme bah, toi, Fox, t'es une personnalité publique, t'es pas dans la fiction. C'est quelque chose auquel tu dois encore plus faire attention pour le coup. Enfin, faire attention, entre guillemets. Nous Quoi. on est plutôt lâches, on montre même pas nos visages. Si, sur les miniatures, maintenant, on va les mettre en gros, on mettra ta tête Oui, aussi c'est sur la vrai. miniature, Fox. Hein, en gros, genre, avec Mr. Fox, genre. Ah bah tant que vous voulez, hein. On va à guichet, Ça avec- va. Non, mais moi je me pose pas tellement la question dans la mesure où c'est des blagues que je fais pas, enfin que je fais plus. Oui. Oui, tout simplement. Mais aussi, je pense qu'on s'est rendu compte de plein de choses. Moi, je pense qu'on aurait fait le duo Malséant en 2005. Je pense qu'il y aurait eu des blagues que j'aurais critiquées aujourd'hui. Je pense qu'on aurait fait le duo Malséant en 2005. On n'aurait pas été forcément très fin. Peut-être qu'il y aurait eu des blagues qu'aujourd'hui, moi, j'aurais pas assumé. Par exemple, les trucs qui me dérangent en ce moment, c'est beaucoup les blagues sur le viol ou sur le harcèlement sexuel ou les trucs comme ça. Bien sûr. Tout simplement parce que les mentalités ont évolué et qu'en fait, j'ai peur que les gens commencent à avoir honte d'admettre eux-mêmes que leurs mentalités ont évolué grâce ça. au progrès tout simplement de la société, quoi. Par exemple, faudrait même le formuler en disant que, par exemple, dans 10 ans, bah, je pense qu'il y aura des blagues qu'on a fait aujourd'hui, qu'on assume aujourd'hui, bah, on les assumera peut-être plus, mais c'est ainsi va la vie, c'est pas quelque chose de négatif, Peut-être, au ouais. contraire, c'est un progrès. Mais c'est tout simplement le fait d'être plus éveillé au reste du monde. Je pense qu'effectivement, en fait, avant, on faisait pas spécialement attention aux autres quand on faisait des blagues. Quand on faisait des blagues au détriment des autres, on se disait jamais, tel autre, il va mal le prendre, etc. Et aujourd'hui, tout simplement, on fait plus attention à ça, quoi. Tu parlais des blagues que on faisait en 2005, etc. Nous, c'est quelque chose, on est totalement confronté à ça quand on fait Sagaz, tu vois. On se retrouve à carrément. chroniquer des sagas de Durandal, où il y a des blagues totalement homophobes ou basées sur le viol ou ce que tu veux, etc. Et nous, on est en mode, la saga est assez réussie, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là qui fait que aujourd'hui, si vous avez une sensibilité qui vous rend, enfin, qui fait que vous ne pouvez pas passer outre, voilà, il faut être conscient de ça. Tout comme il faut être conscient, là, on rentre dans un autre débat, mais tout comme il faut être conscient quand on regarde Ace Ventura, tu vois, il faut, Ouais. je sais pas si vous en avez entendu parler, mais effectivement, Ace Ventura, le premier détective pour chiens et chats, C'est transphobe, c'est ça. ouais, il y a un des dénouements finaux, un des twists finaux de l'enquête où il découvre que la policière qui séduit depuis le début, etc., et avec qui il est en rivalité, en fait, c'est un ancien joueur de foot et donc un homme. Et il y a toute une séquence où il brûle ses vêtements, où il pleure sous la douche, etc. C'est tellement absurde que moi, qui suis pas concerné par ce genre de sujet, ça me faisait rire à l'époque, et je pense que ça continue un petit peu de me faire rire grâce au talent comique de Jim Carrey aussi, on va pas se mentir, hein. Quelqu'un d'autre ferait cette blague, ça passerait beaucoup moins. Mais il faut être conscient que ça peut choquer des gens. Et ça, c'est quelque chose, c'est une sensibilité qu'on n'avait pas il y a quelques années, cette conscience des autres, tout simplement, quoi. Bah après, avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux et du fait d'être hyper connecté constamment au monde entier, forcément ça joue aussi sur notre conscience ne serait-ce et notre que empathie, quoi. Ne serait-ce qu'on s'est rendu compte, ça c'est un point de vue que j'ai, je prétends pas que ce soit le bon, ou que ce soit vrai, attention, je prends des pincettes, hein. Mais ne serait-ce qu'on se rend compte aujourd'hui grâce à Internet qu'il y a des personnes trans. Moi, je sais pas Ouais, vous, c'est mais exactement ce que j'allais pendant dire. 15 ans, Mais je moi, ne savais savais pas même pas que ça quand existait. j'étais gamin. Et du c'est coup, ça. les gens disent aujourd'hui il y a une mode du trans, mais c'est tout simplement des gens qui découvrent que c'est possible d'être cette personne-là et qui sont pas anormaux et qui sont pas bizarres ou qui sont pas. Et c'est pour ça, tout simplement, Aujourd'hui, aujourd'hui. un sur 5 qui se suicide aussi. Enfin, Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on découvre grâce à Internet des communautés qu'on ne connaissait pas, et ça peut nous aider à découvrir qu'on en fait partie ou qu'on veut en faire partie. Et ça peut nous aider aussi à se rendre compte qu'il y a des blagues qu'on ne devrait pas faire parce que ça fait beaucoup de mal à d'autres personnes. Oui, il y a un risque que certains rentrent dans un déni, en fait, par exemple, même par rapport au féminisme, de se rendre compte que on a fait partie nous-mêmes du problème, par exemple, par certains comportements, et genre, ça bloque parfois de se prendre ça en plein visage chez certains mecs qui, voilà. Oui, et considèrent puis que le même féminisme, encore c'est une aujourd'hui, plaie. hein, quand on te le met en plein visage sans que tu t'en rendes compte, tu sais, typiquement, j'ai un pote, il interrompt régulièrement les filles dans les discussions, Oui, tu vois. par exemple. Ça, c'est Et très fréquent. typiquement, tu vois, et pourtant, il fait des efforts, tu vois, d'un point de vue de déconstruction Mais et de ce qu'il faut féminisme, se dire, c'est etc. que
personne n'est né, surtout pas notre génération et encore moins celle d'avant, ça progresse, mais personne n'est né parfaitement. Ouais, je crois que ça s'appelle woke, c'est la culture woke, quoi. Enfin, personne n'est éveillé aux autres, et enfin, c'est normal, en fait, d'avoir un progrès, et il faut pouvoir regarder en arrière, comme il faut pouvoir regarder en arrière sur ces blagues et se dire que, à l'époque, c'était un peu limite ce que j'ai dit, bah, c'est pareil pour ton comportement global. Oui, parce que, quoi qu'il arrive, t'as été soumis à des structures, soit patriarcales, soit sexistes, soit ce que tu veux, tu vois. Si c'est pas tes parents, si t'as eu la chance d'avoir des parents très woke, effectivement, pour reprendre le terme anglais, eh ben, c'était peut-être pas le cas dans ton école. Et si c'était le cas dans ton école, c'était peut-être pas le cas au boulot. Donc, t'as 1 milliard de constructions sociales qui peuvent te modifier au cours de ta vie. Les meilleurs exemples de ça, c'est les écoles de commerce qui sont capables de transformer n'importe quel mec sympa en connard de droite. Non, mais je sais pas si vous avez déjà vu des gens qui sortent d'école de commerce, mais il y en a très très peu qui restent des bons gars. Oui, effectivement, c'est un cliché. C'est la blague d'ailleurs dans le dernier épisode de Satan où le mec va justement rentrer dans le marketing et dire je vais être riche et célèbre et de droite comme papa, quoi. Oui, c'est vrai. On a déjà parlé de beaucoup de choses. Peut-être qu'on te fera revenir, ou peut-être qu'on fera revenir d'autres invités qui nous permettront de parler un petit peu de ces sujets-là. Je pense notamment à Maïev, qui joue le docteur Dacier dans la saison 2 du Docteur Bonobo, qui, ça vous a pas échappé, je pense, est transgenre. Ça peut être un débat intéressant qu'on peut avoir. Il peut y avoir plein de discussions intéressantes. Dites-nous aussi qui est-ce que vous aimeriez qu'on invite, qui est-ce que vous aimeriez voir après ça, est-ce que déjà celui-ci vous a plu, et moi j'aimerais bien laisser dès maintenant un petit peu de temps à Mr. Fox, parce que je crois qu'il l'a pas trop fait, de nous parler un petit peu de ce qu'il fait. Alors qu'est-ce que tu travailles sur quoi, Brigitte Lecordier c'est qui, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, en ce moment, j'ai du coup ma propre chaîne YouTube, Mr. Fox, où on parle de doublage majoritairement. Je parlais aussi un petit peu de DVD, mais c'est sur le point de se terminer. Je parle un petit peu de cinéma, mais voilà, c'est quand même moins présent que le doublage. Effectivement, à côté, je co-anime la chaîne de Brigitte Lecordier, qui est une comédienne de doublage, qui a fait notamment la voix de Sangoku, de Pipoudou, de Oui Oui, de plein de personnages de votre enfance. Même si vous la connaissez pas, vous la connaissez. C'est ça, plein de personnages de votre enfance. Et voilà, j'essaye de gérer les deux de front. En parallèle, j'ai fait de la saga MP3 pendant très longtemps, et je continue d'avoir une oreille attentive sur ce média. J'ai une chaîne secondaire, Mr. Foxymore, sur lequel je continue de publier un format qu'on avait démarré en été, qui avait trouvé son public, qui sont les sagas, que je fais avec Dr. Wolf et Papillal et Destrocorn. Qu'on salue. Ouais. Destrocorn qui joue les jumeaux, qui joue Karim dans le Satan. Et Dr. Wolf qui joue beaucoup de rôles secondaires. Qui aura un vrai rôle un jour, il faut qu'on en trouve un. Il faut que vous en trouviez un à Papial, histoire qu'il y ait l'effectif Sagaz au complet, quoi. Effectivement. Non, et puis voilà, du coup, on continue de faire des petites chroniques qui parlent de saga MP3. Ça nous éclate parce que tout simplement on en écoute. Donc si on en écoute, on en parle, tout simplement. Comment est-ce que t'es venu à rencontrer Brigitte Lecordier? Alors, c'est en 2 mots. En 2 mots. Alors en 2 mots, j'ai été contacté par un vidéaste qui la connaissait et qui m'a dit elle veut lancer sa chaîne YouTube. On cherche quelqu'un pour l'accompagner dans cette grande aventure. J'adore ta chaîne, je sais que tu parles de doublage. Est-ce que tu pourrais la conseiller? Et on s'est rencontrés et le contact a bien pris et du coup on a dit qu'on bossait ensemble et puis voilà, tout simplement. Quelle aventure. Moi je vous conseille d'aller voir ça parce que Brigitte Lecordier c'est vraiment quelqu'un déjà d'important et c'est quelqu'un d'extrêmement agréable. C'est super les vidéos que vous faites. Merci, c'est gentil. Récemment, j'ai vu ce qui m'a fait marrer, Brigitte Lecordier qui re-regardait les premiers épisodes de Dragon Ball, qu'elle avait certainement d'ailleurs jamais entendu, si j'ai tout compris. Oui, c'est ça. En fait, c'était une époque où tu doublais 6 épisodes par jour et évidemment, t'avais pas du tout le loisir de les revoir, quoi. Donc, allez voir ça, allez voir ce que fait Mr. Fox parce que c'est du super bon boulot aussi. Nous, on attend le saga sur le Dr. Bonobo Show.
possible que ce soit très prochainement. Ah. Pas impossible. Parce que Eh ben, bon, on verra ça. Nous, on a fait Dr. Wolf, on a fait Destructorn, il nous manque Papillal et toi, c'est bon, on a payé, le contrat est rempli là, maintenant on veut notre saga, c'est bon, on avait dit la moitié avant, la moitié après quoi. Et après, on trouve un rôle à Papillal et à toi dans le Dr. Bonobo Show. Ah bah moi j'attends avec impatience d'avoir un rôle dans le Dr Bonobo Show. Oui, toi, tu aurais le temps libre de faire ce genre de choses encore Ah, je le trouverai avec grand plaisir. Ah bah, ça serait avec plaisir, Ah, bah, c'est effectivement. super. Bah écoute, moi je crois qu'on a épuisé un peu tous les sujets et qu'on va pouvoir se dire au revoir. Bah, on Eh ben, aurait avec beaucoup grand encore à plaisir. dire, mais faut se contenir un peu pour pas faire une vidéo de Ouais, 5h30. ouais, Bah, Voilà, je la serais ravi de vidéo devait revenir être si vous avez très d'autres longue, sujets je à pense. aborder. Si vous avez d'autres sujets à aborder, je serais ravi de revenir. Ah bah ce serait super. Dites-nous si vous avez envie de revoir Mr. Fox ou si vraiment on ne lui adresse plus la parole. Ouais, s'il a été problématique, Euh. n'hésitez pas à dire, on le cancel tout de suite. Ouais, direct, on le cancel. Mais en attendant, merci beaucoup d'avoir écouté, merci beaucoup de laisser des petits commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. La dernière fois on a fait un petit sondage, on fait un sondage sur quoi là ce coup-ci? Est-ce que Mr. Fox a des cheveux? Bah non, il y a la Ah photo. merde. En commentaire, dites-nous si vous préférez la compote de pommes ou la frangipane. Ah, sérieusement, c'est une vraie question ça Le pur beurre ou la fleur d'oranger? Alors parce que là, ça, Ah, parce non, que tous les gens non. qui aiment la fleur d'oranger, ça dégage de la chaîne. Hein. Mais Tous oui. les gens. Désabonnez-vous les gens qui aiment la fleur Ah d'oranger. l'horreur. Ah non. On se casse. Voilà, mais c'est comme si tu disais éclair au chocolat ou éclair au café quoi. Ceux qui aiment l'éclair au café, non. Mais ils sont sur C'est- tout Alors, ça, j'aime bien les deux. c'est moi. sûrement des gens de droite, tout ce qu'on décrit, hein, forcément. Ah bah oui. Je pense que les gens qui mettent de la compote de pommes, et j'en sais quelque chose, j'en ai dans la famille, je pense qu'ils sont de droite. Ah putain. Comme par hasard quoi. Ah, après ça, voilà, il y a pas besoin de le sourcer, c'est Ah vérifiable sur internet. Ah oui. Voilà, frère, c'est vrai. Et puis bah, sur ces bonnes paroles, à la prochaine. Ouais, puis merci beaucoup encore à toi, Fox, d'être venu. Eh ben avec plaisir. À une prochaine. Ah non, moi j'ai fait mon road fin.